Fait que voici pour ce soir, on présente la communication. Je vais vous parler de la communication. Donc, est-ce que vous communiquez efficacement? C'est ça la question. Donc, le but, ça va être de vous apprendre un petit peu plus les rudiments de la communication, à savoir si vous communiquez bien. Probablement que vous avez déjà tous entendu un peu à quelque part ah, tu communiques bien ou tu lui as-tu parlé? Est-ce que tu as communiqué avec lui? Puis tu sais, à tort, des fois, on va se dire ben oui, je lui ai parlé. Ouais, mais des fois, c'est plus que ça. Fait que j'espère que ça va être capable de répondre à votre question puis de venir vous orienter à savoir est-ce que vous communiquez efficacement? La table des matières! Donc, je vais entrer en vous parlant un peu de définition du concept de c'est quoi de base, pour que vous compreniez. Ensuite, on va aborder c'est quoi adapter. C'est important d'adapter son langage à son auditoire, en fait. La métaphore pour communiquer, dire ce qu'on pense, maîtriser son sujet de discussion, communiquer à distance et la synergologie. Je suis allée avec des sujets de la communication, avec des suggestions que j'ai eues de la communauté. Fait que c'est ça qui est ça, j'aurais pu décider de plusieurs choses en fait, mais je suis allée vraiment selon vos suggestions, selon des choses que des gens m'ont dit qu'ils trouvaient que ça pourrait être pertinent, mais évidemment, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être abordées. Donc, commençons. La définition de la communication, c'est que c'est l'action de communiquer, de transmettre, d'informer. Cette fonction désigne l'étude générale du langage sous 3 aspects. Donc, l'expression, ça c'est celui qui utilise ce type de communication, cherche à communiquer une intention, une émotion, un état de conscience. Deuxième aspect, c'est la représentation. Ça donne des informations sur les événements, ça retransmet un savoir. Troisième aspect, c'est l'action sur autrui. Donc, on cherche à convaincre, à séduire, à influencer autrui, transmettre des ordres. Là, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire par intime des interdictions, mais c'est appliquer et mettre des interdictions. La communication déborde l'expression verbale et utilise de nombreux signaux mimiques ou gestuels, des techniques nouvelles et de nouveaux supports, informatique, téléphone, mobile, numérique. Donc, il faut savoir que, tu sais, on évolue. Donc, la communication, c'est plus juste une personne en face à face, ça peut être via l'informatique, via le téléphone mobile, numérique, qui sont des supports à la communication, puis on va voir ça plus tard. Puis, plus qu'on avance, plus qu'on évolue en tant que société, en tant qu'être humain, ben les techniques se développent aussi. La communication permet donc l'échange d'informations entre les personnes, donc un échange interpersonnel, mais aussi à travers notre société par le biais des acteurs de la communication. Dans le modèle de communication ci-dessous, donc on va le voir juste après, j'avais juste pas assez de place, les auteurs considèrent qu'un individu appartient à des groupes. Le communicateur, donc émetteur, et le récepteur sont donc intégrés dans des groupes primaires sociologiques tels que la famille ou un autre groupe social restreint, donc un groupe d'amis par exemple. Ces groupes ont une influence sur leurs membres tant dans leur façon de voir que de penser ou juger. Par cette précision, ils introduisent la notion de contexte, donc l'environnement, dans lequel se déroule la communication et d'appartenance à un groupe. Ça veut dire que, tout dépendamment, tu sais, ton appartenance au groupe, t'es-tu dans ta famille, t'es-tu avec tes amis spécifiques, c'est quoi ton environnement, c'est quoi qu'il y a autour de toi, ça va avoir une influence sur la communication. Fait que tu pourrais prendre le même cercle d'amis, parler dans le parc, le même cercle d'amis, parler à l'école, ton environnement est différent, juste ça peut avoir une influence sur la communication, sur la manière que le message va être envoyé et perçu, puis sur le contenu qui va être dit. De plus, ils émettent l'idée que le récepteur peut aussi communiquer avec l'émetteur par le biais d'une boucle de rétroaction ou feedback. Ça, c'est le modèle qu'on parle. Fait qu'on a récepteur, puis on a l'émetteur. Émetteur, c'est celui qui parle. Donc, moi, je suis un émetteur, je parle. Vous êtes les récepteurs. Vous recevez le message. Vous avez une possibilité de faire un feedback ou une rétroaction dans la mesure où ce que vous me parlez. Si vous restez silencieux, il n'y a aucune rétroaction.
Donc, si vous me posez des questions, il y a une rétroaction qui va se faire parce que moi, je vais répondre à cette question-là. Fait qu'on engage une communication. Mais la communication peut être juste moi qui vous parle, puis vous qui ne répondez pas, puis qui faites juste écouter. Ça, c'est aussi de la communication. Le message, ça, c'est la forme. On va le voir plus tard aussi. Je vais l'aborder plus en détail. Le référent qui est le sujet, fait que sur quoi ça va porter. Comme moi, actuellement, mon sujet, c'est la communication. Donc, c'est ça que je vous parle. Le canal, le média, c'est ce à travers quoi il est passé. Donc, ici, c'est à travers Twitch, mon micro, toute la plateforme de gaming que j'ai. Le contexte de la communication, tu sais, c'est je suis ici, là, parce que c'est propice. Je me disais que je devais le faire, donc ça, c'est le contexte de communication. Je suis dans un contexte où c'est plus de l'enseignement, donc, tu sais, c'est ça, je veux vous les mettre. C'est pas comme si j'étais avec un ami qui me posait des questions. Si j'étais juste avec un ami, dans le cadre de mon travail, par exemple, à la job, un ami que je rencontre qui vient puis qui me pose des questions sur la communication, je serais peut-être pas aussi laborieuse que ce soir que je vais l'être avec vous, parce que le contexte serait différent. L'ami voudrait juste me poser des questions. Moi, ici, j'ai l'intention de vous partager quelque chose d'assez complexe pour que vous puissiez, voler de vos propres ailes et comprendre après. Donc, le contexte est vraiment complètement différent ici. Donc, les acteurs de la communication sont définis comme étant l'émetteur, c'est celui qui envoie le message, qui écrit, qui parle, qui envoie l'info. Ça peut être une entreprise, une collectivité, une association. Le récepteur, c'est celui qui reçoit le message, qui le lit, qui l'entend. C'est peut-être un client ou un client potentiel. C'est la cible. Fait que si on revient en arrière, émetteur, récepteur. Là, je viens de vous dire la définition pure et telle, mais on en avait, je vous l'ai défini en mes mots aussi. Ensuite, il y a tous les autres concepts impliqués dans la communication que je vous ai aussi parlé. Le message, c'est l'information transmise selon une certaine forme. Ce qui est écrit, ce qui est dit. Le référent, c'est le sujet du message, ce dont on parle. Fait que l'information que je vous transmets, c'est les mots que j'utilise, les phrases que j'utilise pour vous transmettre. Eux autres, je les transmets en respectant le sujet. Dans le fond, mon référent, c'est la communication. Fait que je vais utiliser des mots qui vont répondre à la communication avec des tournures de phrases qui vont venir répondre au sujet que j'utilise. Le canal ou le média, c'est le support du message entre l'émetteur et le récepteur. Donc, radio, télé, presse, affiche, web. Dans quoi est diffusé le message? Le code. Le message est codé par l'émetteur et décodé par le récepteur. Il faut connaître le code pour comprendre le message. Si l'émetteur parle anglais, il faut que le récepteur comprenne l'anglais. Je parle français. Vous devez comprendre le français. J'essaie de parler le plus possible dans un français propre pour que même les Français puissent me comprendre. Je pourrais très bien utiliser un franglais ou un québécois pur laine. À ce moment-là, il y aurait probablement juste des Québécois qui me comprendraient. Donc, les Français, il faudrait qu'ils soient capables de comprendre le code étant ici le type de langage que j'utilise. Le bruit, c'est tout ce qui perturbe la communication. Les parasites dans une communication radio, le bruit de la rue pendant une conversation, une mauvaise qualité de papier ou d'impression qui ne permet pas de bien lire un texte. Le bruit, ici, dans le contexte, si vous voulez que je vous donne le meilleur exemple sur Twitch, les trolls! Le feedback, c'est la possibilité du récepteur de répondre à l'émetteur. Le récepteur n'est plus passif, mais devient actif. Il devient à son tour émetteur. Donc, comme Lilipop vient de répondre, elle écrit troll, elle vient de rentrer en actif. Elle est un récepteur. Elle était passive parce qu'elle disait rien, mais elle vient de répondre dans le chat. Donc, elle est devenue active. Sauf que c'est pas quelque chose qui, tu sais, elle a eu comme une rétroaction sur ce que j'ai dit, mais moi, je n'ai pas de rétroaction à avoir sur ce qu'elle me dit. Je pourrais par contre rire. À ce moment-là, j'aurais une rétroaction parce que j'ai réagi à son commentaire. Répondre au téléphone, entamer un dialogue, renvoyer un coupon réponse, remplir un formulaire sur un site web. Ça, c'est des possibilités. Tu sais, quand tu réponds au téléphone, en fait, tu sais, ça peut amener à ton récepteur à devenir actif puis entamer une discussion. Mais il y a certaines communications qui permettent pas le feedback. Le récepteur va toujours rester passif. Fait que, tu sais, si t'envoies un coupon réponse puis que la personne, elle te répond jamais, ton récepteur est resté passif.
Le contexte, c'est l'environnement dans lequel a lieu la communication. Le lieu, le moment, les rapports sociaux, l'actualité. Donc, la situation dans laquelle se déroule la communication influe sur les acteurs. Dans la communication, le plus compliqué, ce n'est ni le message, ni la technique, c'est le récepteur. Donc, pour revenir ici à tout ce que j'ai expliqué, je vous remets le schéma. C'est ça, grosso modo. Il a l'air compliqué à comprendre, mais quand on prend le schéma avec toutes les définitions à côté, c'est quand même simple de voir comme ça comment ça se passe. La communication est envisagée comme un processus dynamique avec une suite d'étapes ayant chacune leur spécificité et leurs problématiques. Il faut savoir mettre l'accent sur la finalité et les effets de la communication. Fait que tu sais, déjà de savoir, par exemple, mon récepteur a le droit de rester passif. Ça se peut que je dise quelque chose, puis toi, tu as l'attente que ton récepteur réponde, mais il ne répond pas. Là, est-ce que ton message était bien codé? Est-ce que tu le dis dans une langue et dans des mots qu'il comprend? C'est important de savoir ça aussi. Tu sais, moi, par exemple, j'ai une formation universitaire. C'est sûr que si j'utilise des mots universitaires de tous mes cours, puis de ma formation à quelqu'un qui n'a pas d'université puis qui n'a pas de cégep, par exemple, qui est juste limité à un secondaire 5, ça se peut qu'il y ait certains mots qu'ils ne comprennent pas. Puis c'est normal. Puis ça se peut que juste parce que j'utilise ces mots-là, il ne réussira pas à comprendre la totalité de mon message. Parce que mon message, il est codé d'une certaine manière avec un langage très sophistiqué, très soutenu, que lui n'est pas capable de décoder. Fait que ça lui permettra peut-être pas de rentrer dans la phase active et que le processus devienne dynamique dans la communication. À ce moment-là, ça va être ma job d'être capable d'utiliser un autre coding pour mon message, pour les mots que j'utilise, pour qu'il soit capable de comprendre. Mais, je suis aussi d'accord avec vous, mon récepteur, dans une situation comme ça, peut aussi très bien me le dire. Excuse-moi, je comprends pas. Mais ça se peut qu'ils le disent pas. Fait que tu sais, c'est pour ça que des fois, c'est touché. Faut avoir cette compréhension-là. Un bon émetteur s'assure de bien faire passer son message. Il fera en sorte que son récepteur va entendre ce qu'il va lui dire. Pour ce faire, il doit s'assurer qu'on l'écoute et qu'on l'entende. Donc, il peut agir en réduisant les phénomènes extérieurs qui peuvent nuire à l'audition. Il doit susciter l'éveil du récepteur. Il peut appuyer ses dires de fait pour éviter les préjugés. Il peut se mettre à la place de l'autre pour s'adapter et s'ajuster. Donc, tu sais, là, quand on se dit des fois, je vais faire lire mon texte par quelqu'un, tu sais, qui a pas ma formation, puis voir s'il comprend, mais des fois, c'est un peu ça, tu sais, se mettre à la place de l'autre. Moi, je comprendrais-tu si je me parlais à moi-même, tu sais? Savoir dire « je ne sais pas » et rechercher l'information pour avoir l'air d'être plus intelligent que qu'est-ce que t'es, là. Prendre conscience de son propre état émotionnel qui peut teinter notre message. Tu sais, tu parles du deuil, mettons, avec quelqu'un, puis toi-même, tu as vécu un deuil, c'est possible que, tu sais, vu que tu as vécu ça, tu sois plein d'émotions, puis que ça vienne un peu teinter ton message, puis que tu diras peut-être pas les choses d'une manière plus objective que tu voudrais le dire. Tu vas peut-être orienter la personne, tu sais, à vivre la même chose que toi. Souvent, tu sais, un sujet très controversé, par exemple l'avortement, les femmes, tu sais, qui vont être contre versus les femmes qui vont être pour, ça se peut que, tu sais, moi, si je parle à une femme, tu sais, qui est contre l'avortement, ça se peut que dans son langage, vu son état émotionnel qui est contre ça se peut que en me parlant, bien que je lui demande de l'aide, qu'elle m'oriente vers conserver le bébé, tu sais, puis mettre ma grossesse à terme, alors que c'est pas ça que je recherche, tu sais, je veux de l'objectivité, mais c'est pas le cas parce que, tu sais, des fois, c'est ça, l'état émotionnel peut teinter le message, puis il faut savoir ça parce que ça peut nuire à la conversation. Faut être vigilant aussi sur la façon, sur sa façon de son comportement, donc comment tu vas gestualiser, puis éviter les non-dits. Un émetteur, pour bien faire passer son message, il peut aussi s'assurer d'impliquer son récepteur, donc prendre en compte les intérêts et les connaissances du récepteur, responsabiliser son récepteur, adapter son mode de communication pour inviter le récepteur à apporter des propositions, parler de mode d'égal à égal,
Donc, de pas se prendre pour... de pas se mettre sur un piédestal puis pas penser qu'on est supérieur à l'autre quand on lui parle. De pas dire « Oh, moi, ce sujet-là, je le maîtrise là, à 100% puis lui, il comprend fuck all. » Non. Tu sais, c'est plutôt de se dire « OK, je maîtrise bien mon sujet. Il a envie d'apprendre. Je vais tenter de lui apprendre ce qu'il ne sait pas. » Tu sais, c'est plus égal à ce moment-là. Prendre en compte les rituels sociaux et interculturels. C'est sûr que, tu sais, quand que... Tu sais, si tu dis moi je suis athée puis je veux rien savoir de la religion, puis tu parles avec quelqu'un qui est très, 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 très spirituel, ben ça se peut que la conversation elle aille pas très loin, là. L'émetteur doit aussi s'assurer qu'il soit entendu. Il peut traduire le mot en image, se mettre à la place de l'autre, utiliser des phrases courtes et simples, parler le même langage que le récepteur, utiliser des moyens mnémotechniques, donc la rétention de la mémoire, expliquer ce que l'on met derrière le mot, maîtriser sa voix, transmettre sans intermédiaire. Il peut s'assurer que son message soit compris aussi en demandant à l'autre de reformuler le message, de redire le message. Ça, c'est une technique qui est très, très intéressante avec les enfants, de dire « Dis-moi qu'est-ce que tu as compris » ou « Répète ce que maman vient de dire ». C'est des choses qui sont très intéressantes, comme ça on s'assure qu'on a été compris et entendu avec les enfants. La règle d'or en tant qu'émetteur, c'est d'utiliser un langage simple, précis, concis, utiliser des analogies de la vie courante, se faire comprendre et s'assurer que l'on a été compris, surtout si l'autre ne réagit pas. Le degré de difficulté varie selon les personnes. En gros, la job de l'émetteur, c'est donc de s'assurer que son message a été compris à la personne à qui il le dit. Je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que toi tu comprends. Un bon récepteur s'assure de bien comprendre le message qu'on lui transmet. Il fera en sorte que son émetteur lui permette d'ajuster ou d'adapter son message en cas de besoin. Pour ce faire, il doit s'assurer d'écouter, donc réceptionner l'autre, et d'entendre, percevoir et comprendre l'autre. Pour écouter, il peut ouvrir un espace d'accueil en se tournant vers l'interlocuteur, en approuvant du geste, du regard ou avec des mots pour l'encourager à poursuivre. Genre « Ouais, ok, mais pas ça. » Parce que ça, c'est un geste qui invite à se refermer. Mais tu sais, « Ok, c'est intéressant ce que tu dis. Dis-moi ça en plus. Ok. Oh ouais. » Ça, c'est tout quelque chose qui montre que t'écoutes, puis que t'es intéressé, puis que tu veux en savoir plus. Fait que tu fais ta job d'émetteur. Tu montres que tu réceptionnes le message. Observez les différentes postures, gestes, positions, mimiques faciales significatives de l'interlocuteur. Observez certaines manifestations verbales et non verbales de l'interlocuteur. Posez des questions pour obtenir de l'information et comprendre son point de vue. Reformuler pour valider notre compréhension et lui montrer que nous cherchons à comprendre. Si je comprends bien votre point de vue, ce que vous dites, c'est que là, tu montres que tu as bien entendu ce qu'il dit. Tu sais, quand tu reformules quelque chose, maintenant quelqu'un va te raconter une situation. « Ouais, ça va pas bien, ma vie c'est vraiment de la merde, j'aimerais ça, tu sais, que ma blonde elle revienne pis qu'elle m'ait pas quitté. » Ce que je comprends, c'est que vous trouvez la séparation difficile. « Ouais, c'est ça! » Ben, non seulement ça, c'est une technique de relation d'aide, en fait, mais de faire ça, de reformuler, tu montres que tu as écouté ce que l'autre te dit. Parce que si tu es capable de reformuler, tu résumes, donc l'autre comprend que tu l'as écouté, et tu invites l'autre à répondre à ça et à continuer. Salut Eric Slayer, comment ça va? Ah, Lily Pop. Je suis sûre que tu vas avoir le temps de trouver des outils puis des techniques d'ici là. Puis tu sais, pendant ce temps-là, ta fille grandit puis t'es capable aussi de d'y aller puis de voir là-dedans, là. Les non-dits. Les non-dits, ça, c'est très délicat, en fait. C'est souvent qu'est-ce qu'on va dire qui est entre les lignes. T'es pas nécessairement... C'est une finalité, en fait. C'est pas... ça va bien, Eric Slayer, merci. C'est pas nécessairement quelque chose que t'es obligé de décoder. T'es pas nécessairement obligé de faire comme « Ok, il y a un non-dit, là, je m'en suis rendu compte. » C'est juste que si tu vois qu'il y a un non-dit,
parfois, c'est important de venir le nuancer puis de pas trop le prendre personnel puis de venir voir là-dedans que il y a un message qui est véhiculé à travers le non-dit. C'est beaucoup plus facile de comprendre ce qui est dit, ce qui est verbalisé parce que on l'entend avec nos oreilles. Tandis que ce qui est non dit, souvent c'est avec tes yeux que tu vas le voir. Fait que tu sais, si la personne te parle par exemple, ouais, j'étais pas full sûre. Je savais pas s'il fallait que je te parle. Ouais, faudrait que je te le dise dans le fond. Là, vous voyez, tu sais, qu'il y a quelque chose dans mon comportement puis dans ma voix. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, vous avez observé quelque chose. Là-dedans, il semble avoir un non-dit parce que mon comportement a beaucoup parlé. Versus, ouais, faudrait peut-être que je te le dise, je suis vraiment pas sûre que j'ai envie de te le dire, mais je sais que ça changerait les choses que je te le dirais. Là-dedans, le non-dit est beaucoup plus parlant. Tu sais, on se rend compte que le comportement puis qu'est-ce qui pourrait être situé entre les lignes, tu sais, c'est comme la personne elle me verbalement dit, j'ai entendu que elle veut pas me dire son message, mais son corps a l'air de me dire qu'elle veut me le dire. Puis sa voix, elle a l'air d'être motivée à vouloir me le dire. Tandis que dans le premier exemple, la personne, elle veut clairement pas me parler, puis la personne, elle a clairement pas envie de me parler. Son langage corporel est complètement détaché, distant de moi, c'est froid. Ça, c'est un non-dit. Mais c'est avec le temps, avec la communication, qu'on apprend ça. Puis ça, on va le voir un petit peu plus loin aussi dans la synergologie. Ça va vous apporter du contenu de plus, mais c'est un non-dit. Fait que, tu sais, ce qui est dit et ce qui est non-dit. Mais ça, c'est quelque chose que c'est pas donné à tout le monde. Tu sais, c'est les gens qui communiquent bien puis qui sont habitués avec la communication puis qui comprennent bien ces choses-là puis qui vont, tu sais, des gens qui vont débattre, par exemple, beaucoup, tu sais, les débats politiques. Des gens, des fois, qui sont plus habitués puis qui sont capables d'aller chercher ce troisième élément-là, mais c'est pas parce que t'es pas capable de le faire que nécessairement tu vas être à chier en communication, là. Je l'ai juste mis parce que ça peut être pertinent à savoir, mais c'est pas nécessaire, c'est pas une obligation. Fait qu'aussi, pour que le récepteur s'assure de bien comprendre le message qui lui est transmis, dans le fond, il doit s'assurer d'écouter, donc réceptionner l'autre et d'entendre, percevoir et comprendre l'autre par rapport au contenu du message. Le sens des mots peuvent être différents pour chacun. Donc, poser des questions pour obtenir la compréhension du sens des ou du mot utilisé. Ça, là, c'est quoi déjà la meilleure des gosses? Au Québec, des gosses, c'est des testicules. C'est des couilles. En France, des gosses, c'est des enfants. Fait que moi, si je parle, puis meilleur exemple ever, c'est que moi, j'ai déjà parlé avec un Français puis je lui disais « Ouais, pour souper, j'ai mangé des pogos. » Moi, pour moi, c'est clair, un pogo, c'est une saucisse enrobée de panure. C'est bon, mais c'est pas la meilleure affaire au monde, tu sais. Puis moi, je me trouvais bien drôle de dire que j'avais mangé un pogo. Le Français à qui je parlais était comme « T'as soupé des pogos. » Je suis comme « Ouais. » Moi, tu sais, c'est tout banal. « Ouais. » OK. Puis, mais c'est quoi pour vous au Québec des pogos? Là, je suis comme, ben, c'est une saucisse enrobée de panure, là, c'est bon. Là, je suis comme, toi, tu connais pas ça? Il dit non, il dit, on n'a pas ça en France. Mais il dit là, attends, il dit, vous écrivez ça comment? Et là, je suis comme, P-O-G-O. Moi, dans ma tête, c'est moi, tu sais, qui parle. Dans ma tête, je suis comme, un pogo, c'est un pogo, là, tu sais, c'est clair dans ma tête, là, il est censé comprendre c'est quoi un pogo. Mais plus la conversation avance, plus je me rends compte qu'il n'a pas l'air de comprendre ce que je veux qu'il comprenne. Mais pourquoi que j'en viens à comprendre ça, c'est qu'il me pose des questions. Il s'est rendu compte que qu'est-ce que je disais, ça avait pas l'air de tenir la route parce que lui, un pogo, c'est pas un pogo. Fait que voilà, ceci. Fait que j'ai fini par comprendre, à force qu'il me pose des questions et qu'il me laisse répondre à ces questions, qu'un pogo, en France, c'est un mouvement social. Donc, moi, quand je lui disais que j'avais soupé des pogos, lui, il comprenait que j'avais mangé un mouvement social. C'est ça un peu... c'est ça un peu qui est un peu touché
Parce que parfois, tu sais, les gens vont dire « Ok, j'ai pas compris ce qu'elle a dit », mais ils poseront pas de questions. Puis à cause de ça, ils comprendront pas le reste du message. La transformation et la déformation d'un message, donc poser des questions encore pour obtenir la compréhension du sens des mots utilisés. Demander la traduction en exemple, en image mentale ou en schéma, reformuler ce qu'il a dit afin de vérifier notre compréhension et lui montrer que nous cherchons à le comprendre. Puis ça, pourquoi je l'ai mis, c'est parce que les Québécois, on est tellement bons pour justement déformer des messages. On peut comprendre quelque chose. Tu sais, le jeu du téléphone arabe, en fait, c'est ça. Je vais dire à quelqu'un quelque chose que j'ai entendu, puis je vais le dire de la manière que j'ai compris. Puis l'autre va le comprendre à sa manière. Mais des fois, c'est de se dire, attends, il y a quelque chose qui marche pas. Tu sais, quand quelqu'un, mettons, au travail, va me dire, ah si, il y a rien qui va, puis Chris, le COVID, c'est du complot. Ben ça, c'est le meilleur exemple parce que, en fait, on peut venir tout, tu sais, le message est déformé, c'est facile de venir déformer, tu sais, des messages en parlant du COVID parce que si tu lis un post Facebook de quelqu'un qui est conspirationniste puis tout, tu vas comprendre quelque chose là-dedans, puis tu vas le réinterpréter à quelqu'un à ta manière. Fait que c'est tout ça ça déforme un message. Puis des fois, c'est d'aller à la source puis de le comprendre ça. Mais ça, c'est quelque chose qui est quand même assez touché. Mais encore là, je vous le mets là pour que vous compreniez que ça existe. Puis ça veut pas nécessairement dire que vous allez être capable de le faire sur le coup. Je pense que qu'est-ce qui risque d'être plus facile pour vous, c'est vraiment, tu sais, au niveau de comprendre les mêmes mots. Tu sais, la personne va me dire un mot, est-ce que je comprends le mot dans le sens qu'elle veut me le dire? Un pogo flap flap flap, ouais, non, alas! Fait qu'un un bon récepteur va aussi pouvoir dire s'il a compris ou avoir le droit de réponse. Donc, il peut analyser après coup les éléments surgis après l'entretien. Il peut éviter, donc contourner le problème, changer de sujet, ne pas tenir compte de l'avis des autres. Il peut attaquer, critiquer, porter un coup défensif et mettre des opinions négatives, argumenter. Il a le droit de dire Salut Raven, comment ça va? Il a le droit de dire à l'autre je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Puis l'autre, à ce moment-là, tu sais, va aller dans l'argumentation pour faire comme, OK, pourquoi t'es pas d'accord? Fait que là, toi, récepteur, ben, tu sais, tu montres que t'as compris ce que l'autre t'envoyait parce que là, tu dis non, je suis pas d'accord parce que t'as dit telle chose, puis moi, je pense plutôt telle chose. Fait que là, il attaque en disant qu'il est pas d'accord, puis il va venir contredire, tu sais, en disant justement les aspects sur quoi qu'il est pas d'accord. La règle d'or en tant qu'émetteur, c'est de savoir faire de l'écoute active, donc écouter et entendre, chercher à comprendre, questionner et reformuler. Le degré d'utilité va dépendre du type de personne. En gros, la job du récepteur, c'est de s'assurer qu'il a bien compris le message tel qu'il devait le comprendre. Le sens, le contenu. Fait que l'émetteur, c'est de s'assurer que son message a été compris, comment il veut qu'il comprenne de celui qui écoute. Puis le récepteur, c'est de s'assurer qu'il a compris le message comme l'autre voulait qu'il comprenne. Est-ce que vous avez des questions sur la première partie avant que j'entame la deuxième partie? Tu m'enverras une photo, Raven? Tout est clair pour moi. Ben oui, t'es arrivé sur la fin. Complètement. Sur une fin gigantesque et merveilleuse. Tu vois, je sais même pas c'est quoi un yeet. C'est encore plus agréable. J'ai déjà fait un exposé là-dessus. J'imite ton emote. En fait, t'as rien écouté, tu viens d'arriver. Je crois. Fait qu'adapter son langage à son auditoire. Adapter son langage, c'est savoir tenir compte de l'interlocuteur. En communication, l'interlocuteur est au centre de tout. Les méthodes doivent tenir compte de lui en priorité. La capacité d'adapter votre langage à votre auditoire fait partie de l'intelligence émotionnelle. Il faut aussi faire tendance à son langage non verbal, qu'il peut venir contredire notre langage verbal. Il faut tenter de s'assurer que notre visage communique, ainsi que le ton de notre voix, le même message que nos mots. C'est comme tantôt l'exemple que je vous disais, tu sais. Notre gestuelle, faut qu'elle soit en accord avec ce qu'on va dire. Genre, si je dis
Ouais, je t'aime vraiment fort. Versus, ah, je t'aime tellement fort, là. Tu sais, mon ton de voix puis mon gestuel doit être en accord avec le message que je dis. Tu sais, moi aussi je t'aime. Ah, moi aussi je t'aime. Le ton de voix a un impact sur, tu sais, comment je vais le réceptionner, le message. Puis ça, c'est souvent quelque chose qui est difficile dans les couples parce que, puis je vais dire, je t'aime tellement, là. Souvent, tu sais, c'est là que des fois, les filles vont prendre à tort qu'elles ne sont pas aimées parce que le gars va dire « Ouais, moi aussi, je t'aime. » Ah ben là, il me l'a pas dit si bon ton, là, d'habitude, là, c'est de même, là, pis ouais. Et en même temps, le gars a aussi fait une erreur parce que, tu sais, il aurait pu, tu sais, s'il l'aime, en fait, il est pas censé prendre ce ton-là. Son ton devrait correspondre à son message. Mais des fois, tu sais, c'est ça, c'est de comprendre que, voilà, le ton peut être différent de qu'est-ce qui est le message, le contenu des propos. C'est des choses qui arrivent. C'est sûr que quelqu'un la faisait, cette joke-là. Ben oui, clairement, écoute. Fait que, tu sais, mettons, si vous voulez adapter votre langage aussi à votre auditoire, s'agenouiller devant un enfant lorsqu'on lui parle favorise une bonne communication. Ou encore, on peut avoir tendance à gestualiser avec ses amis, mais on peut s'en abstenir quand on est en consultation avec son médecin. Moi, clairement, parce que je fais du télétravail maintenant, je ne gestualise pas. Sauf que quand je suis dans le bureau avec quelqu'un, puis que je rencontre une personne en présence, je vais beaucoup gestualiser. Je vais dire quelque chose, puis je vais faire ça comme ça, puis là, je vais faire ça de même, puis je vais faire « Toi, qu'est-ce que t'en penses? » Puis je vais gros... Zéro respect, hein. Je vais gros y aller avec mes mains puis faire des affaires de même. Mon téléphone, je fais pas ça. Je suis comme de même, puis juste j'écris. Mais c'est ça. Mon auditoire, j'en ai dans un exemple, j'ai un auditoire qui est au téléphone, puis dans l'autre exemple, mon auditoire, il est en face de moi. Fait que nécessairement, mon langage est adapté parce que, ben, au téléphone, j'ai comme pris la conscience de comprendre que la personne me voyait pas gestualiser. Fait que nécessairement, j'ai comme fait pourquoi je fais ça? Puis même des fois au téléphone, je suis là pis je fais comme ouais, pis toi, qu'est-ce que t'en penses de ces affaires-là? Là, après ça, je suis comme mais pourquoi tu fais ça? Il te voit pas. Mais c'est un automatisme aussi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le langage sera moins soutenu avec un enfant et les mots seront plus simples et les phrases souvent dépourvues de compléments et de déterminants. On s'adresse souvent à un enfant en utilisant des mots tronqués ou encore des noms et des pronoms. Puis c'est vrai, pensez à ça. Maman t'aime. Maman s'en va. Maman revient vite. Je vais parler comme ça avec mes enfants. Je vais clairement pas parler comme ça avec mon boss. Je vais pas dire Rambi revient vite. Rambi s'en va. Rambi contente. Je dirais pas ça. Je vais comme faire c'est pour te dire que je quitte. Je vais revenir tantôt. J'ai apprécié. Tu sais, j'utilise vraiment pas les mêmes mots puis les mêmes propos parce que je parle, dans mes exemples, je parle avec deux personnes différentes. Mon enfant, clairement, il comprendra pas si je dis je m'en vais, je vais revenir vite. Il va le comprendre quand il va être plus âgé, mais pourquoi il va le comprendre quand il va être plus âgé? C'est parce que quand il était petit, je vais lui avoir dit des mots tronqués, des phrases simples à comprendre. Maman s'en va. Maman revient vite. Tu sais, c'est pas je vais revenir rapidement. Tu sais, là, aujourd'hui, ils le comprennent parce que j'ai passé avec des mots tronqués, les phrases étaient très simples. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est développé. On risque d'utiliser un langage plus courant familier avec un ami, tandis qu'on utilisera un niveau de langage plus soutenu avec un professionnel. Adaptez votre vocabulaire en fonction de l'âge, du niveau d'étude et du niveau de compréhension de la langue de votre interlocuteur. Choisissez des mots qu'il comprendra pour qu'un dialogue puisse se nouer entre vous. Fait que évitez de parler québécois avec un français si vous avez besoin d'avoir une discussion pour un travail d'équipe. Essayez d'éviter de dire pogo pis gosse. Ça va aider. C'est le premier exemple qui m'est venu en tête. D'employer des termes techniques que si la personne avec laquelle vous parlez les connaît aussi. Moi, je sais pas pour vous, mais quand mon médecin me parle, puis qu'elle me nomme des noms de maladies avec les effets secondaires des maladies, moi, je suis comme « What the fuck she's talking about? »
Je comprends fuck all. Tu sais, je suis comme... Puis là, qu'elle va me dire, tel médicament va faire telle affaire, puis peut-être que t'aurais besoin de telle chose, puis tout, moi, je suis comme... Attends, on parle de quoi, là? Tu sais, je comprends pas parce que je suis pas habituée à ces mots-là. C'est des mots techniques qui sont spécifiques à la profession. Puis c'est la même chose. Moi, quand que je vais parler avec mes usagers, j'essaie d'éviter d'utiliser des mots sophistiqués de mon bac en psycho parce que clairement, tu sais, la personne, si elle a juste un 4e secondaire, elle va pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire persona. Vraiment pas. Va falloir que je lui explique. Là, après ça, elle va l'avoir dans son répertoire. Mais tu sais, je veux éviter de perdre le courant de la discussion. Fait que je vais juste utiliser genre masque de scène à la place, comme ça la personne comprend. Lâche pas ton bon travail, full love. Allô Red! Merci de passer! J'ai mangé un pogo avec mes gosses, ça peut faire étrange vis-à-vis un français. Oui, c'est ça. Hey, salut les gars! Ça fait tellement longtemps, ça va bien? J'espère que toi aussi! Donc, les niveaux de langage, ça, on a tous vu ça probablement en 5e secondaire, mais j'en reparle ici parce que je parle d'adapter son langage à son auditoire, fait que je pense que les niveaux de langage, c'est quand même pertinent à savoir. Le langage, le courant, donc populaire, celui qu'on connaît le plus, s'éloigne des règles de la langue et accepte à peu près tout anglicisme. Donc, franglais, termes impropres, termes péjoratifs, termes vulgaires, verbes mal conjugués. Je m'en calisse, je m'en tabarnak, je m'en crisse. C'est du langage courant. Contractions de préposition et de déterminants sont remplacées par d'autres. Fait que le je m'en, J'-M-E-N, ça c'est une contraction de préposition puis de déterminant. C'est du langage courant. Les mots, les expressions issues de ce registre sont associés à certains groupes sociaux. Adolescents, étudiants, québécois, ou à certains milieux socialement dévalués. Genre, les gens marginalisés qui peuvent vivre dans la rue peuvent aussi avoir un langage particulier, langage courant. Ce registre n'est pas conseillé à l'intérieur d'une situation formelle de communication. Parlez pas de même en entrevue. Dites pas « je m'en calisse » ou c'est comme les autres quand ils me disent que tout va mal. Parle pas de même en entrevue. Va plutôt dire « j'ai noté que c'est comme dans une situation où les autres me rapportaient que tout allait pas bien. Tout n'allait pas bien, en fait. » Ça, tu peux utiliser ça dans une entrevue, qui est un langage beaucoup plus soutenu que le langage courant. Tu vas juste avoir l'air d'un tout pas propre en entrevue si tu utilises le langage populaire. Salut Méo! Merci pour le sub, c'est super gentil! Fais-moi penser de rajouter ton nom au tirage. Là, je le ferai pas là parce que je diffuse l'écran puis je veux pas aller nécessairement montrer tous les noms. Mais fais-moi penser qu'il faut que je rajoute ton nom. Tant que je te le dis pas, dans le fond, je l'ai pas rajouté, fait que fais juste me le rappeler, s'il te plaît. Ben oui, ça fait longtemps, justement, Eagle. Allô, ma petite sœur! Ça me tentait de revenir. Oh, t'es fin! Puis t'arrives sur un sujet super le fun. Allô, chevreuil agressif! Je viens de m'acheter un PC, je suis tellement content. Hi! Bravo! Félicitations! Il est fin? Il est fin certain. Allô, Wildy, en passant. Fait que c'est ça qui est ça pour le langage courant. On reconnaît la langue populaire dans plusieurs anglicismes intégrés dans le parler québécois. Chatter au lieu de clavarder. Checker au lieu de vérifier. Chum au lieu de petit ami. Lol au lieu de mourir de rire. C'est full cool au lieu de c'est vraiment agréable. Il s'est fait abuser au lieu de il s'est fait avoir, arnaquer, piéger. Le langage familier. Ça ressemble au langage courant, mais c'est plus propre. Le langage, la langue familière est généralement employée à l'oral. Elle respecte la plupart du temps les règles de base de la grammaire, mais permet des écarts qui simplifient la façon de s'exprimer. Malgré cela, elle demeure admise sous certaines conditions. Elle correspond au langage courant, celui qu'on utilise tous les jours. Comme son nom l'indique, ce registre est surtout employé entre proches, entre personnes appartenant à une même communauté sociale, ce qui présuppose une absence de hiérarchie entre les interlocuteurs qui se connaissent bien mutuellement. Au bureau, un de mes collègues, sa femme, elle a eu un bébé, au lieu de la femme d'un collègue du bureau a eu un bébé.
Fait que, tu sais, ça peut être un petit peu décousu encore un peu, mais c'est ce que, tu sais, mettons, nous, les Québécois, on va beaucoup pour parler, utiliser le langage familier. T'en as quelques-uns qui vont parler le langage courant. Tu vas t'en rendre compte, c'est assez évident. Moi, je dirais qu'actuellement, je vous parle, c'est le langage familier quand je vous parle. Parce que je vais avoir des contractions, tu sais, je vais pas dire toutes mes négations, là, je vais pas dire tous les mots je m'en fiche, je vais dire je m'en fiche. Fait que, à cause de ça, puis là, j'ai dit fait à cause de ça, j'utilise le langage familier quand je parle, surtout. Je suis pas assez pas propre là, pour utiliser le langage populaire, là, évidemment. Là. Je trouve que ça fait pas propre, personnellement. Tu racontes les différents types de communication. Ouais, je parle de la communication, puis là, je parle des différents types de langage, les niveaux de langage, en fait. Juste dire que Waldy arrête pas de me cruiser dans son langage. La synergologie, ça va être à la fin de la présentation, mon chéri. C'est pas de la crouse, c'est de l'amour amical. Moi, j'aime ça, l'amour amical. Ok, mauvaise communication. C'est épais. On reconnaît la langue familière dans de nombreuses abréviations non encore lexicalisées. T'es là? Phone, petit-déj au lieu de tu es là, téléphone, petit déjeuner. Dans certaines formes interrogatives directes, tu m'appelles d'où au lieu de d'où est-ce que tu m'appelles? Pantoute, pack-sac, placoté au lieu de pantoute, sac à dos, bavardé. Je sais pas pourquoi il a écrit pantoute dans la même affaire, mais en fait, je pense qu'il voulait dire pas du tout, là. Le correcteur s'est probablement trompé. Dans la suppression du ne dans la négation, j'ai pas bien dormi cette nuit au lieu de je n'ai pas bien dormi cette nuit. Faut savoir que ça peut être quand même assez difficile de se rendre compte de la différence entre le langage familier et le langage courant. La plupart du temps, les gens parlent le langage familier. Moi, je vais aussi souvent écrire avec le langage familier. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, à force de regarder les posts Facebook, clairement, les gens écrivent dans le langage courant. C'est dégueulasse, mes yeux saignent. Tu sais, c'est comme vraiment pas propre, tu sais, ça fait mal. Tandis que le langage familier, je le parle, fait que quand je le lis comme ça, je suis pas déstabilisée. Ça déroge pas trop de ce que je connais. Fait que... mais normalement, on devrait écrire un langage soutenu. On devrait avoir un écrit plus propre que qu'est-ce qu'on parle. Mais je vous dirais que moi, étant donné que la culture québécoise et tout, j'aime ça être hot. Fait que j'écris le langage familier, là. Ouais, ben ici, tu as plusieurs récepteurs dans la discussion, donc tu dois employer un autre type de langage pour mieux paraître. Oui, mais c'est ça, mais tu sais, c'est ça, adapter son langage à son auditoire aussi, puis je l'ai expliqué, tu sais, plus tôt, tu pourras regarder la rediffusion. Mais c'est ça qui est intéressant. Tu sais, Twitch, c'est une communauté très diversifiée. Donc, si j'utilise un langage soutenu avec les mots que j'ai de mon bac en psycho, tout le monde va décrocher, puis il n'y a pas personne qui va rester. Là, vu que je fais une présentation, j'essaie de parler le plus propre possible et de pas trop tronquer, puis d'être quand même correct et de mordre dans mes mots pour que les gens, la plupart des gens me comprennent. Parce que si je parle tout croche, c'est possible qu'il y ait certaines personnes qui comprennent pas, puis ils vont lire et m'écouter en même temps, puis ça va faire une contradiction chez eux, puis ils vont avoir un conflit interne, ils vont faire comme je comprends rien, puis ils vont décrocher puis s'en aller. Le langage standard est celle qu'on devrait normalement employer à l'écrit pour les documents formels auxquels on attache une certaine importance, comme les lettres et les travaux scolaires. Elle est, entre autres, couramment utilisée à la radio et à la télévision pour les reportages, les documentaires, les nouvelles, en classe pour les exposés oraux. Elle porte aussi le nom de français international en raison de son potentiel d'être comprise par tous les francophones. Fait que ça, le langage standard, comme ils disent, c'est ce que, tu sais, tu vas écouter à la radio, puis que ça va, tu sais, il y aura pas de pis, il y aura pas de facla, puis il y aura pas de char, il y aura pas de chat, ça va être clavardage. Les mots vont être plus propres, bien utilisés pour que tout le monde comprenne. Tu sais, moi, si quelqu'un me dit clavardage, je sais très bien c'est quoi. J'utilise pas clavardage, mais je vais très bien comprendre qu'on est en train de parler de chat. Donc, puisque la radio ou la TV... génial comme explication. Ah, merci, voilà, c'est gentil. Fait que, puisque c'est un langage standard qui est utilisé à la radio, à la télévision, mon prof qui va m'enseigner à l'école,
je vais comprendre parce que j'ai appris le français. Fait que c'est les mots qui sont dits puis les phrases qui sont dites comme elles doivent être dites. Le langage soutenu, ça c'est ce qui est littéraire. Quand vous faites la lecture de quelque chose, souvent, tu sais, on accroche. Il y a des beaux mots. C'est comme, mon Dieu, c'est tellement riche. Mais ça, c'est un langage soutenu. Les structures de phrases sont complexes. Il y a des figures de style plus élaborées. Il y a des détails. On va chercher des verbes qui sont peu employés dans le quotidien. On est comme, on vit une expérience en lisant ça. Mais d'écouter parler quelqu'un en langage soutenu, tu vas comme faire... Ça peut être intéressant, mais ça dépend c'est quoi le contexte. Moi, si mon prof me parle dans un langage soutenu ou littéraire, je vais décrocher. Déjà que qu'est-ce qu'il m'enseigne, c'est lourd. Ben, s'il utilise en plus un langage soutenu qui demande à mon cerveau d'être attentif à ça, moi, en fait, tout le monde décrocherait, tout le monde ferait comme c'est beaucoup trop lourd, c'est difficile, il n'y aurait pas de fun. Donc, c'est pour ça que les enseignants utilisent un langage standard, comme ça, je comprends, puis j'ai pas à faire trop d'efforts pour comprendre ce qu'il me dit, j'ai juste à comprendre le contenu. Mais le langage, je le comprends déjà, fait que ça va. Puis, s'il utilisait un langage populaire pour m'expliquer c'est quoi la psychologie, encore là, je serais comme qu'est-ce qu'il vient de dire là? Tu sais, je me poserais des questions parce que je serais en train de décoder ce qu'il me dit. Mon attention ne serait pas sur le contenu du message, mon attention serait sur ce qu'il dit avec sa bouche et verbalise. Je ferais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça serait tellement décousu et impropre que j'aurais trop de difficultés. Et quand vous parlez avec vos amis, c'est correct que vous utilisiez un langage familier ou standard. Si vous utilisez un langage populaire, posez-vous la question, est-ce que vous avez besoin de cours de français? Ou est-ce que vous faites juste exprès? Ça se peut que vous fassiez exprès pour mettre de l'humour, c'est correct. Mais si vous parlez tout le temps comme ça, posez-vous la question, est-ce que vous vous faites souvent comprendre? Je suis un maître pour reconnaître les styles de langage. C'est bien! Fait qu'on reconnaît un peu la langue soutenue là, avec l'emploi des mots plus rares comme rarissime, mythique, insolite, isme. Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire isme pour vrai. Passam, fime, tu sais, des verbes qui sont très rares aussi. Par exemple, en ce jour de l'an de grâce 1651, nous passâmes pour la première fois au large de l'isthme de Saint-Allegro, la terre mythique que nous cherchions depuis le moment où, par un heureux et rarissime hasard, nous fîmes la rencontre de cet insolite mais aimable humain qui était Diego de la Marta. C'est beau, là. Tu sais, je viens de vous faire vivre une expérience. C'était le fun. Ben, c'est ça. Ça, c'est le langage soutenu. La communication consiste à comprendre celui qui écoute. Je trouvais ça beau. J'aime ça, les petites citations que je mets. C'est tout cute. La métaphore pour communiquer. Est-ce que vous avez des questions avant que je continue? Ou lire les textes de Nostradamus, on comprend rien. Oui, c'est vrai. Nostradamus. Ça, j'ai connu Nostradamus dans Règne. Ah, c'est une série historique à la style de Gossip Girl. Ouais, je le sais, c'est ça, c'est un peu lourd, les cours de français au cégep, puis souvent les profs, ils en donnent tellement qu'ils sont plus dynamiques. Mais ce que t'as de cool, c'est que tu vas pouvoir écouter la rediffusion, fait que t'as tout le contenu. Les profs, des fois, ils partagent pas autant d'informations. Ils furent sur le bord de la rivière, et ce près du chalet de l'oncle à Saint-Antoine de Padoue. La métaphore est une figure de style de type analogique. Elle sert à mettre en comparaison deux idées. C'est un procédé de langage où un mot est utilisé dans son premier sens, c'est-à-dire physique, pour décrire une idée abstraite. Ça, c'est la définition de la métaphore. Fait que la métaphore, c'est comme une comparaison sans son comparant. On sait qu'on fait une comparaison quand il y a le comparant, souvent comme, le mot comme, en fait. La métaphore, moi, on me l'avait appris,
c'est la même chose qu'une comparaison, mais sans le mot, le comparer, qui compare les deux, là. Donc, sans le comme. Excusez. La métaphore est plus implicite que la comparaison puisqu'elle réunit deux éléments sans toutefois utiliser de mots de comparaison. Elle a une valeur d'illustration afin de bien comprendre le sens désiré par l'auteur. Elle ajoute souvent une connotation ou une intensité à un propos. Elle vient comme mettre un adjectif à ce qu'on veut dire. La métaphore font appel à notre intuition, à notre affect, elle contourne les résistances, s'ancre dans les mémoires, facilite une négociation. Faut faire attention à la métaphore parce qu'il est possible de faire plusieurs interprétations d'une même métaphore. Sauf que la métaphore, elle est intéressante parce qu'elle allège un peu le discours. Au lieu d'expliquer avec 200 000 mots une idée, je peux utiliser une métaphore, puis la personne va comprendre ce que je veux dire sans utiliser les 2000 mots, je vais avoir utilisé 5 mots, par exemple. Idéalement, moi, souvent, puis c'est vrai quand on dit ça fait appel à notre intuition puis à notre affect, je vais parler de quelque chose, puis à un moment donné, paf, il y a une idée qui me vient. Tu sais, par exemple, je me suis déjà fait dire, moi, je reste tout le temps, je suis tout le temps aux aguets. Puis là, je reflète, puis je suis comme, OK, vous êtes toujours vigilant. Oui, c'est ça. Je dis, ouais. Je dis, la vigilance, là, j'ai dit, c'est comme dans un film d'horreur. J'ai dit, tu sais, à la fin du film, là, tout le monde sont dans la cabane, puis tu sais qu'ils sont tous morts un après l'autre, comme des feuilles mortes. Puis là, t'as tellement hâte qu'ils décollissent de là, parce que s'ils restent là, ils meurent. Tu veux pas qu'ils meurent parce que tu t'es attaché à ces personnages-là, mais tu le sais en crise que le tueur, il est dehors. Puis là, le monde, il sort de la cabane, puis toi, t'écoutes ton film, pis t'es comme « Cours, Chris! Cours, Chris! Attention, il est là! » Puis t'es tout le temps de même. Puis là, il arrive là, sur le bord, là, puis là, t'es là, puis tu fais comme « Ah, si, il va réussir! Puis paf, le gros calice, il arrive, puis il tue tout. Mais là, j'ai tout expliqué ça, là. J'ai utilisé cette métaphore-là, là. J'ai utilisé, tu sais, un chose de film qui m'est venu pour parler de l'idée de ce qu'est la vigilance. La personne, elle a très bien compris ce que je voulais dire. Au lieu d'en parler pendant 1 heure de temps de la vigilance, le calice est là. Ouais, c'est ça. La personne, elle a vraiment compris, hein? Ben, j'aurais pu passer 1 heure à parler de la vigilance, mais la personne, elle a compris ce que je voulais dire par vigilance, parce que c'est ça. Tu dois toujours être vigilant. Tu prends ta voiture, tu dois toujours être vigilant à savoir qui va te rentrer dans le cul aujourd'hui. Si tu veux pas que personne te rentre dans le cul, tu dois être vigilant et tu dois conduire pour les autres. Fait que moi, je voulais dire, la vigilance va toujours être là, puis il faut apprendre à vivre avec. Fait qu'au lieu d'en parler pendant trop longtemps, paf, il y a une métaphore qui m'est venue, puis j'ai comme fait, je vais l'utiliser, man. Puis je me suis sentie hot de l'utiliser, là. Tu sais, j'étais comme, drette là. Mais ça l'allège, parce que ça change le mal de place aussi d'utiliser une métaphore au lieu de toujours utiliser des mots puis de parler de ça puis tout. T'amènes une image dans ton langage, ce qui est très intéressant. Merci beaucoup pour le follow, Dark Killer. C'est vraiment gentil. Bienvenue sur la chaîne. Fait que la métaphore, là, ça s'adresse directement à notre cerveau limbique. Fait qu'à cause de ça, est pas nécessairement faite pour tout le monde. Mais on vit une expérience quand on l'entend parce que, tu sais, comme quand je vous parlais, c'est pour reprendre l'exemple de la cabane puis du film d'horreur, je vous ai fait vivre une expérience en vous le parlant. Vous avez eu des images dans votre tête. Vous avez eu des sentiments qui sont venus. Vous avez comme fait « Ah oui, c'est vrai, elle a raison, c'est comme quand j'ai vu telle affaire. » Fait que ça fait appel à votre mémoire sensorielle. Ça fait appel à des émotions. Fait que vous vous en souvenez. Puis là, ça rattache à ce qu'on parle. Vigilance. Fait que là, on s'en souvient plus facilement, puis c'est le fun. Fait qu'elle a cette force de contourner toutes les formes de résistance de la compréhension de l'apprentissage parce que c'est difficile de comprendre un message, c'est difficile de l'apprendre, de l'intégrer, de le travailler, de faire « OK. » Tandis que d'utiliser une métaphore, ben vous avez déjà tous vu un film d'horreur avec une cabane, puis du monde dans la cabane qui était sur le bord de mourir, puis qui vous vouliez pas qu'ils meurent, puis que le gros collet c'était là dehors, puis ils attendaient pour les tuer. Fait que vous avez pas besoin de faire comme, attends un peu, qu'est-ce qu'elle veut dire par vigilance, puis qu'il va falloir que je vive avec, puis ça va tout le temps être là. Là, tu vas peut-être résister parce que tu vas dire, je comprends pas. Mais la métaphore va te permettre de comprendre parce que ça t'amène une image, puis tu peux l'interpréter aussi à ta manière. Donc, c'est plus soft. Puis qu'elle soit sous la forme de conte, de citation, c'est avant tout une histoire, mais une histoire qui est déguisée, qui va à plusieurs niveaux de lecture porter des messages pleins de sens et de symboles,
pour celle et celui qui les écoute. Elle va s'ancrer dans nos mémoires et peut même jusqu'à faciliter des dénouements de situations critiques. Donc, quand on parle de quelque chose de très, très, très délicat, par exemple, où on va parler avec une victime de violence criminelle ou quelque chose comme ça, une personne qui va avoir été abusée sexuellement, le sujet va porter sur ça. Parfois, d'amener des métaphores, ça peut venir alléger puis de dénouer des situations critiques que la personne va avoir de la difficulté à parler parce que la métaphore va lui permettre de lui mettre une image et des mots un peu parfois, lui amener un discours. Fait que ça peut être très intéressant. J'étais pour dire mettre des mots dans la bouche, mais tu sais, c'est pas tant l'idéal non plus, mais ça peut amener, en fait, une compréhension à la personne elle a peut-être la difficulté à verbaliser. Fait qu'elle va faire passer un message important, elle va être percutante, elle va susciter l'adhésion à une idée ou à un projet. Elle va mieux mémoriser un concept fondamental. Donc ça peut être des techniques mnémotechniques pour se souvenir de trucs, surtout quand on étudie à l'école. Des fois, d'y aller avec des métaphores. Tu sais, là, j'ai parlé de vigilance avec le concept de la peur dans un film d'horreur. Fait que nécessairement, si je veux revenir avec cette personne-là plus tard, tu sais, de parler de la vigilance avec le concept de peur, ben ça va être plus facile de se rattacher à ce que j'ai dit à ce moment-là parce que le fait que la personne elle a été attachée à une métaphore, ça l'a été intégré puis ça l'a été associé plus facilement. Ça permet de convaincre, de stimuler ou même de réveiller une personne, une équipe ou un groupe, motive ou encourage, donc inciter à l'action, ou encore favorise une annonce de changement. La métaphore, elle vous permet d'enrichir vos contenus. Elle va être agréable à écouter puis elle va marquer les esprits aussi. Ça rend aussi l'échange un petit peu plus pertinent, puis la compréhension possible parfois à des niveaux qui ne le sont pas, ou permettre à une personne des fois de comprendre, une personne qui va me dire j'écoute beaucoup la télévision, j'écoute beaucoup des séries, mais qui a peu de langage ou peu de mots pour s'exprimer, ça peut être intéressant d'utiliser la métaphore avec elle parce qu'elle a beaucoup d'images en background dans ses connaissances pour s'exprimer. Donc, elle va pouvoir comprendre par la métaphore au lieu de les mots qui lui en manquent. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on poursuive? Non? Oui? Peut-être? C'est difficile le décalage, hein? Non? Eagle, il est comme « Calique, c'est ça qu'il va falloir que j'apprenne! » On arrive à la fin. Dire ce que l'on pense fait référence à un concept qui est déjà existant, soit l'assertivité. Ça, c'est vraiment intéressant, puis j'aimais ça faire ça parce que c'est un viewer qui m'a demandé de parler de ça. De dire comment est-ce qu'on fait pour dire ce qu'on pense. J'écoute m'apprendre à bien parler. Ben oui, pourquoi pas? Fait que j'ai trouvé ça très intéressant de l'aborder. Donc, c'est comment faire passer son message tout en restant souple, agile, à l'écoute et en adaptation vis-à-vis de son interlocuteur. C'est rester ferme sur le fond tout en étant souple dans la forme. Ouais. C'est pas nécessairement mauvais non plus d'être capable d'écouter les autres. Il existe des comportements qui ne sont pas assertifs et des comportements assertifs. En d'autres termes, lorsqu'on veut dire ce qu'on pense, il vaut mieux le faire d'une manière respectueuse de tous, puisque l'assertivité, c'est aussi d'exprimer ses sentiments et d'affirmer ses droits sans empiéter sur ceux des autres. La liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Pardon. En respectant les sentiments et les droits des autres. Cela consiste à exprimer de façon claire et directe ses sentiments et ses besoins aux autres sans pour autant les frustrer ou à les offusquer. L'assertivité permet de se montrer authentique sans masquer nos faiblesses ni ses qualités, sans changer son comportement par peur du jugement des autres. Cela fait référence à ce que nous appelons communément l'affirmation de soi. Donc, dire ce que l'on pense devrait être fait dans le respect et non dans l'agressivité. Souvent, on va entendre plus communément « je vais dire ma façon de penser ». Déjà, la personne est dans l'agressivité. Ça devrait pas être dans l'agressivité. Là-dedans, tu as un besoin d'argumenter. Tu as un besoin de te faire comprendre.
C'est ça qu'il faut que tu ailles chercher derrière ça. Parce en allant identifier ton besoin, tu vas comprendre que tu veux juste te faire comprendre, puis tu es frustré qu'on t'ait pas compris. Tu peux te faire comprendre en étant calme, puis même l'autre va être plus réceptif à t'écouter si tu es calme que si tu es dans l'agressivité. Parce que si tu es dans l'agressivité, l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se distancer puis se mettre sur ses gardes, il va être vigilant parce que tu lui envoies un message que ça se peut que tu lui sautes dessus. L'autre va vouloir se sécuriser et se protéger. Donc, la conversation ne va aucunement à répondre ton besoin, soit de te faire comprendre. Fait que c'est important. Tu sais, des fois, quand vous avez cette idée-là de dire « je vais dire ma façon de penser » ou « faut que je dise qu'est-ce que je pense de ça », c'est quoi votre besoin derrière ça? Des fois, de l'identifier, je vous le dis, ça peut vraiment changer les choses. Parce qu'il faut éviter d'être dans l'agressivité quand vous dites ce que vous avez besoin de dire. Pourquoi qu'il faut dire ce qu'on pense? Ben, on n'est pas nécessairement obligé de le dire. Vous pouvez ne pas le dire aussi, là, ça vous appartient. Le fait de ne pas exprimer nos pensées ou ce qu'on ressent a des conséquences lourdes sur nous. En effet, on peut perdre son estime de soi. Donc, à force de ne pas parler, on peut en arriver à croire que notre vision des choses n'est pas la bonne. On va ruminer et regretter de ne pas avoir parlé, surtout si on ne constate pas de changement et ou un changement qui nous porte préjudice. On peut facilement tomber dans le « j'aurais dû », ce qui amène tension et déception facilement. Donc, beaucoup de culpabilité. Tu sais, mettons que tu as un proche qui décède, j'aurais dû lui dire ça. Fallait que je lui dise ça. Pourquoi je lui ai pas dit ça? Ben, on est là-dedans. Pourquoi vous avez pas dit ce que vous pensiez à ce moment-là? Vous allez beaucoup culpabiliser. Fait que c'est important, tu sais, des fois, d'être capable d'exprimer ce qu'on veut exprimer parce que on va rester beaucoup avec un moton de « ah, je lui ai pas dit, puis je voulais lui dire ». Vous avez eu une pensée que vous aviez envie de dire, mais vous n'avez pas fait le mécanisme de le dire. Tu sais, vous n'avez pas verbalisé, vous n'avez pas été vers la personne. Quand je dis mécanisme, c'est ça que j'entends par là. Fait que ça va vous créer une tension interne très désagréable parce que ce que vous vouliez faire, vous ne l'avez pas fait, puis vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas fait, puis vous aviez la tension à l'intérieur, tu sais, de dire ben, en fait, c'est que vous vous rendez compte que vous l'avez pas fait alors que vous auriez dû, puis que vous vouliez le faire, puis ça va toujours rester en vous. Ça peut vous amener à perdre en crédibilité aussi si vous ne dites pas ce que vous pensez parce qu'on fait croire qu'on est d'accord avec tout, dire oui trop facilement, il faut se méfier. À force de ne pas vous prononcer, vos différents interlocuteurs, ils risquent d'abuser de votre gentillesse, quitte à vous manquer de respect, et ce, de manière complètement inconsciente la plupart du temps. Fait que, tu sais, si vous restez là à toujours écouter puis à rien dire, jamais, qu'est-ce que vous pensez? Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec ça? L'autre, il vous demande de faire de quoi? Genre de torcher les toilettes, mais vous le dites pas que ça vous tente pas parce que vous aviez beaucoup de paperasse importante qui vous a demandé de faire votre employeur depuis genre belle lurette. Mais là, il vous demande d'aller récurer les toilettes, mais vous le dites pas que vous avez pas le temps. Vous allez le faire pareil, vous allez vous mettre en retard. Votre employeur va penser à tort qu'il peut vous demander tout ce qu'il veut puis vous allez le faire, vous comprenez? Fait que, tu sais, vous perdez en crédibilité. Vous devenez... vous pouvez devenir, tu sais, par exemple, dans cette situation-là, le navet de service. Vous pouvez risquer un conflit. Si on ne dit rien pendant des semaines, des mois, voire des années, c'est sûr que le jour où vous allez vous prononcer, vous allez dire un mot, ça risque d'être mal perçu. On risque de se prendre une remarque et dans un élan de rébellion pour avoir envie de répondre à cette remarque, donc se défendre, c'est le début d'un conflit assuré. Quelqu'un qui s'est jamais exprimé puis qui a jamais dit ses sentiments, genre pendant des années, qui est tout le temps silencieux puis qu'à un moment donné, il dit je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Parce que le sujet le touche beaucoup puis finalement il décide de parler. Oh mon Dieu! Mon Dieu, tout le monde, venez ici! Hey, vous avez-tu entendu ça? Jacques qui a parlé! Là, vous serez pas bien, vous allez comme faire « Ok, on rit de moi, j'ai dit quelque chose de sérieux, j'ai voulu parler, me faire du bien, il faut que les autres sachent que je suis pas d'accord avec ça. » Puis là, ils sont en train de rire de moi. Fait que vous allez vraiment pas être bien avec vous parce que, tu sais, ça va vous amener nécessairement à avoir envie de vous défendre pour vous préserver, pour préserver l'estime de vous qui vous reste. Puis là, si vous vous défendez, ben les autres vont riposter. Fait que, tu sais, il faut faire attention à ça.
Tu sais, si vous vous rendez compte que vous êtes là-dedans, que vous vous exprimez pas, est-ce que vous avez envie de vous exprimer parce qu'il n'y a rien qui vous empêche de commencer maintenant? Un manque de respect envers soi-même aussi. De pas dire ce que vous pensez. Faut savoir que dire à une personne l'inverse de ce que l'on pense, c'est se mentir à soi-même et à notre interlocuteur par la même occasion. Donc, dites vraiment ce que vous pensez au lieu de dire qu'est-ce que l'autre voudrait vous entendre dire. T'sais, l'autre, parfois, ce qui va lui faire du bien, c'est juste d'entendre votre avis à vous, là aussi, là. Salut, Master Frankenstein! Comment ça va? Pourquoi des fois on veut avoir la reconnaissance des personnes narcissiques? Ça, en fait, je pourrais en parler vraiment très longtemps aussi. Je veux pas élaborer là-dessus. C'est pas... je pense que... première des choses, comment tu fais pour savoir que la personne, elle est narcissique? Deuxième des choses, pourquoi avoir besoin de reconnaissance d'un type de personne spécifique? Est-ce qu'il y a un besoin de reconnaissance d'un type de personne spécifique là-dedans quand tu me dis ça? Troisième des choses, j'ai envie de te dire que c'est très malsain d'avoir besoin de reconnaissance des gens narcissiques. Ils vont jamais t'en donner. C'est eux qui ont besoin de reconnaissance. C'est eux qui veulent que tu leur donnes de la reconnaissance pour ce qu'ils font. Si tu attends de la reconnaissance d'une personne narcissique, tu vas te blesser à outrance. À outrance. Ben oui, ça va bien, Master. T'es gentil de demander. Donc, les comportements non assertifs. Tu sais, tantôt, quand je vous disais qu'il y a des comportements assertifs et non assertifs, l'assertivité étant la capacité de s'exprimer. Les comportements agressifs, c'est non assertif. Quand tu vas crier, quand tu vas t'énerver, quand tu vas perdre ton sang-froid, c'est pas assertif. T'es pas... fais pas ça. Ça donne rien que tu fasses ça. Tu diras pas ce que tu vas penser. Tu vas amener un conflit à la place. La fuite, la passivité. Dans le souci de préserver la relation, nous avons tendance à nous écraser et à passer sous silence ce que l'on pense vraiment. C'est pas correct non plus. Ça va amener tout ce que je viens de vous dire tantôt. Manipulation désigne le fait de tantôt se montrer sympathique, tantôt se montrer très ferme. Le problème est que la personne en face ne saura jamais vraiment à quoi s'attendre. On est tout sauf assertif si on fait preuve de ces comportements-là. Donc, vous dites pas pantoute ce que vous pensez, là, vous êtes même pas là-dedans. Puis normalement, dire ce qu'on pense, c'est censé être positif. C'est pas censé être négatif. Fait que si c'est négatif, c'est que vous êtes plutôt probablement dans de l'agressivité, puis vous êtes plutôt probablement dans de l'argumentation, puis c'est peut-être pas nécessairement bien. Mais on peut argumenter aussi en étant positif. Tu sais, des débats constructifs, ça existe. Allô, grand canard! Mon père est un narcissique, alors je connais ça. Puis tu sais, on risque plus de blesser notre estime de soi, d'attendre de la reconnaissance d'une personne narcissique. Parce que la personne narcissique, en fait, elle a besoin d'aide. Fait que pourquoi t'attends? Tu sais, je me dis, la personne narcissique, c'est elle qui a besoin d'aide derrière tout ça, à comprendre ce qui se passe. Fait que pourquoi t'attends l'aide d'une personne qui a besoin d'être aidée, tu sais? C'est la définition de narcissique, c'est eux-mêmes qui les intéressent. Oui, c'est ça. Mais des fois, c'est inconscient. Si c'est inconscient, encore là, je te ramène à probablement que toi, t'as besoin d'aide à ce niveau-là, t'as besoin d'être outillé, parce que ce que j'entends, ce que je souligne dans ce que tu dis, c'est reconnaissance. Pourquoi t'as autant besoin d'être reconnu? Pourquoi t'as autant besoin de reconnaissance? Puis là, t'es allé me chercher une clientèle spécifique. Fait que si c'est inconscient, c'est que tu t'es probablement rendu compte qu'avec cette clientèle-là, t'avais pas de reconnaissance. Puis là, tu fais comme, j'ai pas de reconnaissance de eux, faut que j'essaie d'aller en chercher parce que là, ça marche pas. Mais des fois, c'est ça, c'est de se dire, pourquoi j'ai autant besoin de me faire reconnaître par les gens autour de moi? T'es pas obligé de te faire reconnaître par tout le monde. Il y a des gens que t'as pas besoin d'avoir de reconnaissance de eux parce que t'as rien fait qui mérite ou qui nécessite que tu reçoives une reconnaissance. Donne de la valeur aux choses importantes. Les gens qui vont vraiment te donner de la reconnaissance, c'est des gens qui vont te la donner. Il faut que tu sois attentif aux gestes qu'ils vont faire. Ça va être toi qui vas la donner, cette valeur-là de reconnaissance. Quelqu'un qui va te dire merci d'avoir pris le temps de l'écouter, par exemple. Le merci pour toi, il a quelle valeur? Est-ce que
il est banal ou est-ce qu'il te fait vraiment du bien? Est-ce que c'est quoi les émotions que tu reçois que tu vis quand tu entends ce merci-là? Puis quand je dis la valeur que tu vas donner, ben c'est ça. T'accompagnes une personne âgée à traverser la rue, elle te sourit, elle vient d'être reconnaissante envers toi. C'est quoi la valeur que tu vas donner au sourire qu'elle te fait? Est-ce que pour toi c'est banal parce que tout le monde te sourit aujourd'hui ou si son sourire à elle vaut tout l'or du monde parce qu'elle vient de te dire que tu l'as aidé puis que ça lui a fait vraiment plaisir? C'est ça aussi. C'est ça qui est important, tu sais, c'est ce qui se passe puis ce dont tu observes et que tu es témoin, que tu vis toi-même, qu'il faut que tu aies donné de la valeur à ça. Pourquoi tu vas aller chercher des choses là où il n'y en a pas et il n'y en aura probablement jamais? C'est dissous, Steph Fleur. Je suis désolée. J'ai essayé de reprendre un peu de mon côté ce que je faisais. Je suis pas complètement sous l'intervention. J'essaie de faire un peu ce que je peux. Mais Intervenant Gamer, ça s'est dissous parce que justement, il y avait pas assez d'encadrement, pas assez de financement, c'était pas assez reconnu auprès de la société. Donc, j'ai juste envie de te dire qu'il y a des gens qui ont décidé de partir. Il y a eu beaucoup de propos et d'interprétations, de propos qui ont été dits et d'interprétations de ces propos à divers niveaux, ce qui a fait que, justement, vu que c'était pas encadré, des gens, monsieur, madame, tout le monde, ont pris le contrôle. Donc, il a juste fallu dissoudre ça pour qu'on puisse se préserver nous-mêmes en tant qu'être humain, là. C'est très triste, en fait, mais tu sais, c'est là que ça démontre à quel point qu'il y a un besoin qu'il y ait de ce genre d'intervention-là, qu'il y ait un service comme ça sur Internet, parce que tout le monde pose la question du pourquoi c'est plus là. Tout le monde se questionne du pourquoi qu'un service aussi nécessaire n'est plus là. Je me rends compte que c'était vraiment... qu'il y avait un besoin qui était répondu, et puis que là, le besoin est revenu et qu'il n'est toujours pas répondu. C'est un bon projet à part le messieurs en question. Mais encore là, c'est ça que je te dis. Il y a beaucoup de choses qui ont été interprétées à des niveaux épouvantables. Donc, tu serais probablement très étonné de ce qui est vraiment arrivé. Des fois, on va trop loin quand il faut lâcher prise. Salut Druid Jeff, comment ça va? J'ai trouvé l'idée très bonne, dommage que ça s'en est dissous. Ben, j'essaie de continuer comme que je peux de mon côté parce que même si je suis plus dans le projet, écoute, mes connaissances restent là, mon expertise reste là. Fait que je fais des présentations comme ça, puis je le dis aux gens, venez poser vos questions, venez me parler, tu sais, je suis là pour ça. Mais je pense que je ne suis pas connue à la hauteur qu'Intervenant Gamer était connu, fait que, tu sais, je suis pas tant capable de le reprendre à la hauteur que je voudrais le reprendre. Donc, les comportements assertifs maintenant, être clair sur les messages que l'on souhaite faire passer, rassurer son interlocuteur, donc préciser à votre interlocuteur votre souhait de trouver une solution commune. Écoutez son interlocuteur, reformulez ce que dit votre interlocuteur pour instaurer un vrai dialogue entre vos idées, vos convictions, vos messages. L'objectif, ça va être de montrer à votre interlocuteur votre souhait de comprendre et d'intégrer son point de vue. Être prêt à changer d'avis. Votre avis, c'est votre avis à vous. Ça veut pas nécessairement dire que c'est l'avis. Il y a plusieurs avis qui sont corrects. Il faut que vous compreniez que votre avis, c'est celui avec lequel vous êtes confortable, adéquat pour vous. Sauf que c'est pas parce que, tu sais, d'écouter les avis des autres peut faire en sorte que vous allez trouver un confort là-dedans aussi si vous décidez de détailler ces avis-là en posant des questions. Parce que vous connaissez juste votre avis à vous. C'est facile d'être confortable avec ça parce que c'est vous. Sinon, vous seriez en contradiction avec vous. Fait que l'assertivité, ça rime pas avec ne jamais se tromper. On a le droit de se tromper. On doit être aussi capable de dire finalement, tu as raison. Voyons comment on peut, avec tes idées et tes propositions qui m'ont convaincu, construire des nouvelles solutions. L'absence d'assertivité va souvent de pair avec le refus d'avoir tort, le refus des critiques, des feedbacks. Moi, j'ai beaucoup plus envie de parler avec une personne qui va me dire « Ouais, t'avais raison finalement. » Tu sais, des fois, je le sais que la personne a le tort parce qu'elle est en train de faire un pattern de cercle vicieux que je sais qu'elle m'a nommé au début. Là, elle est en train de me dire quelque chose, puis non, j'ai raison de faire ça, check, je vais pas me tromper. Comment tu pourrais pas te tromper? Ça fait 5 ans que t'es un hostie de Soulon.
à chaque fois, genre, mettons, tu t'es pété à la gueule, ça n'a jamais marché, t'as toujours, mettons, tenté d'arranger les choses, ça n'a jamais fonctionné parce que l'alcool était toujours là. Là, tu me dis, fait 21 jours, j'ai rien consommé, je suis guérie, je pense que je suis capable, je vais contrôler ma consommation, une par jour, ça va être en masse. Puis moi, qui peux arriver puis dire, ouais, t'es fragile encore. Non, 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 pas fragile pantoute, moi, je suis vraiment fort. Tu vas voir, je suis capable, une par jour. T'en buvais 20 par jour. Pendant 5 ans. T'as juste été abstinent 21 jours. T'es fragile? Moi, je pense que t'as pas fait un deuil, à quelque part. J'essaie de dire qu'il a tort. Puis je veux l'amener à comprendre qu'il a tort. Je veux l'amener à comprendre qu'il retourne dans son pattern de son cercle vicieux. Ben, la personne, si elle refuse d'avoir tort, nécessairement, elle va rechuter. Rendu là, c'est plus mon problème. Mais si la personne, elle est ouverte d'esprit puis qu'elle commence à comprendre que ce que je lui amène, ça fait du sens, puis qu'elle est comme, ouais, t'as peut-être raison. Je vais changer mon fusil d'épaule puis je vais écouter ce que tu me dis. Je vais faire les choses différemment cette fois-ci. Ben, la personne a fait preuve d'ouverture puis elle accepte le feedback. Tu sais, elle va plus être à même, tu sais, je vais plus avoir envie de l'écouter puis je vais l'inviter à dire ce qu'elle pense aussi. C'est important dans une situation comme ça. Rester attentif à ses émotions et celles des autres. L'objectif est d'abord de comprendre pour soi ce que nos émotions veulent nous dire concernant nos besoins, notre demande à l'autre, sans oublier de questionner la personne sur ses ressentis, notamment si vous sentez que la personne est mal à l'aise. En effet, au-delà des dialogues, il y a souvent des malentendus, des difficultés conflictuelles peu ou pas exprimées. En vous intéressant au ressenti de la personne, vous verrez ce qui s'exprime chez elle sur le non-verbal. Tu sais, d'aller chercher, de comprendre les émotions. Tu sais, une personne qui est triste, là. Tu sais, que tu sens que la personne est triste, puis de juste dire, je te sens triste dans ce que je dis. Tu sais, tu viens de dire ce que tu pensais que t'étais pas d'accord, puis voilà pourquoi. Puis la personne, elle devient émue, puis je te sens triste. Ben, toi, tu sais, tu vas engager un discours qui va être bien, qui va être sain, puis tu vas venir un peu appuyer qu'est-ce que tu as dit au départ. Tu sais, tu vas dire, OK, j'ai bien fait de dire ce que je pense. Puis le fait que la personne, tu sais, à te répondre comme il faut, que tu sois attentif à ça, ce non-verbal-là qu'elle va t'exprimer, tu sais, mettons, parce que tu vas avoir détecté qu'elle avait l'air triste par son non-verbal, ben ça va éviter des conflits qui pourraient être mal exprimés, justement. Fait que, tu sais, c'est ça, ça évite l'agressivité. Éviter le tu. Pour faire preuve d'assertivité en toutes circonstances, une des clés est d'éviter le tu en privilégiant le je. Lorsque l'on dit tu, on donne tort. Nous appelons ça le tu qui tue. Dites plutôt, voilà ce que j'en pense. Et toi, qu'en penses-tu? Tu sais, toi, ce que tu penses, c'est toi. T'as pas le droit de décider à la place de l'autre ce que lui, il va penser. Il a le droit de penser ce qu'il veut. Faut que t'en aies conscience de ça. Chaque personne a droit à son opinion. Moi, c'est pour ça que sur mon chat, je dis toujours, OK, c'est des trolls, je le sais. Ils ont le droit de dire leur opinion. Après ça, je leur dis, ici, c'est du respect. Si t'es pas capable de répondre au respect, tu décalisses. Mais ils ont eu le droit à dire leur opinion. Parfois, je suis pas d'accord avec ce qu'il va dire. Tu peux me parler de voyage astral pendant 20 ans si tu veux, je m'en tape. Je suis pas intéressée par les voyages astrales, mais la personne, elle est très intéressée puis elle veut m'en parler puis c'est correct. Elle a le droit de me dire ce qu'elle pense. Mais je n'adhère pas à ça. Tu sais, mais je l'écoute. Je suis pas agressive puis je me défends pas. Parce que c'est important que tu sais, c'est moi. Moi, je le sais que je suis pas en adhésion avec ça. Mais je comprends que pour d'autres, ça l'est. Découragée, je trouve mon appartement petit avec le télétravail. Oh boy! Tu savais que, par exemple, pour les impôts, si tu travailles à la maison, tu vas pouvoir ajouter que tu fais du télétravail et déduire une partie de ton logement probablement dans tes impôts. Renseigne-toi à ton comptable. Et c'est pas mon brother, je savais pas que tu étais modo, félicitations. Ah, il est un peu plus que ça. Jérémy, c'est mon chum. C'est pas pour rien qu'il est modo. Tu fais très bien ça, en tout cas. Merci, t'es fin. Il reste des gens qui aident encore ceux qui ont besoin sur Twitch, simplement d'une façon différente. Oui, tout à fait.
Comme Rambi, si l'allusion n'était pas claire. J'aime travailler de chez moi, mais il me manque la séparation ou une porte que je peux fermer. Ah! Tu peux-tu comme acheter une espèce de paravent? Apprendre à ses erreurs des fois, avoir un œil extérieur pour tout changer notre vision. Oui. Est-ce que tu as une pièce dédiée au travail ou tu travailles d'une pièce commune? J'habite dans un 1,5, alors non, pas de pièce. Il est pas chanceux, hein? Il est son chum. Ah! D'après moi, par bout, il doit avoir envie de dire qu'il est pas chanceux. De quoi je me suis fait un autre chum? Quand j'ai commencé sur Twitch, là, genre, j'étais en... Je m'en allais vers une rupture, là. Ça fait 2 ans que j'étais célibataire, puis j'étais avec Jérémy depuis quoi, juin? À ma job, on a des casques anti-bruit, ça descend les décibels de genre 25. Ah, c'est nice, ça. Dire ce que l'on pense, comment faire, ne parlez pas sous la colère, mesurez les conséquences de vos propos. Dire ce que l'on pense. Comment faire, ne parlez pas sous la colère. Mesurez les conséquences de vos propos. Mettez en avant le positif. Dites-vous que votre interlocuteur ne comprendra peut-être pas votre message. Être assertif se développe. Ce n'est pas inné. On peut s'améliorer ou stagner si on ne fait pas d'efforts. C'est très bien dit. Aristote, il dirait qu'il n'y aura pas de problème, Master Frankenstein. Ça fait combien de temps je suis pas venue s'y boire? Fucking longtemps, Eagle. Pourquoi parler quand le bot peut le faire à sa place? Ouais, genre... Comment faire? Dans le fond, là... Toi, c'est quoi? T'as copié ce que j'ai dit ou ça fait fucking longtemps que la page est là pour que tu l'aies copié dans le chat, Callis? Mais, je suis un pro. Non, mais fuck off, je t'ai donné le lien du PowerPoint à cette petite calice. T'es allé chercher le lien du PowerPoint, Chris. Le petit 20 minutes de transport me manque. Hey, c'est clair, ça fait une différence, hein. Moi, pour vrai, hey, sérieux, là, check-moi comment je suis conne, ok? Je lis ton texte, pis je suis comme, Chris, Jérémy, il est hot, c'est drette que ça. J'étais comme, si, genre, je vais arrêter de parler, c'est ça. Là, je me réveille, pis je pour lire la diapo, pis je suis comme... Là, j'étais comme, Jérémy, il est fucking intelligent, il vient d'écrire ce qui est écrit sur la diapo. Puis là, dans ma tête de poule, je suis comme, comment est-ce que Jérémy peut être assez intelligent pour avoir écrit exactement ce qui est écrit dans la diapo? Là, je me rends compte que c'est copier-coller, que c'est la même crise d'affaires. Là, je suis comme, finalement, tu sais, je pense que c'est moi qui est conne. Je pensais que Jérémy était intelligent, mais là, je me rends compte que c'est moi qui est conne. Je vais enfin le trouver dans quel onglet? Dans mes 200 tabs, j'entendais parler sans t'avoir reconnu. Ah, pour vrai? Sérieux, investor? C'est parce que je disais pas assez Chris, tabarnak! Vagin pis pénis, c'est ça? Comment ça va, investor? Le plus grand problème dans la communication, c'est qu'on n'écoute pas pour comprendre, on écoute pour répondre. C'est vrai en Chris. C'est vraiment vrai. L'écoute attentive. Écoutez ce que l'autre vous dit. Tu sais, l'autre va vous dire quelque chose, puis à un moment donné, il va tellement dire quelque chose, tu vas comme, faut que je dise ça. Non! Écoute-les! Tu vas pouvoir le dire à la fin. Faut que je dise ça là. C'est ton besoin à toi. Lui, il a peut-être pas envie de l'entendre. Laisse-le parler. Si c'est important ce que tu as à dire, tu vas t'en souvenir à la fin. Sinon, quand il va avoir fini son discours, tu vas faire un topo de tout ce que la personne a dit et là, tu réponds. Vouloir couper, c'est que t'écoutes pour répondre. Tu sais, quand on écoute quelqu'un, on est censé l'écouter. On n'est pas censé l'écouter pour répondre à notre besoin de parler. C'est ça que ça veut dire. J'adore cette citation-là. Oui, j'ai 200 tables. Tabarnak! T'as 200 tables, genre de Twitch d'ouvert? Man, t'es hot. Ah, il reste deux sections. Je suis toujours vivant, je dirais. Et toi? Ben oui, je suis toujours vivante. C'est juste que je suis pas toujours là, parce que ma vie, elle est compliquée. Parce que j'aimerais ça être payée pour faire juste ça sur Internet, mais je fais pas. Fait qu'il faut que je vive. Mais je vais bien, je m'en sors.
Il y a des difficultés, mais il y a des petits bonheurs, mais sinon, j'ai remis là. Ah, va chier, Raven! Fuck off! Maîtriser son sujet de discussion. Savoir de ce dont l'on parle, maîtriser son sujet de discussion, fait référence à la confiance que nous avons en notre capacité à parler de quelque chose. Je sais de quoi je parle. Lorsqu'on maîtrise notre sujet, il est plus facile d'être assuré que notre message a bien été compris par notre interlocuteur, le récepteur. Il nous sera aussi plus facile de répondre aux différentes questions qui peuvent nous être posées. Maîtriser son sujet, c'est aussi savoir communiquer un message à la fois en évitant l'ambiguïté. On transmet le message qu'on veut réellement transmettre. Pensez à toutes ces fois que vous avez fait un exposé oral. Soyez passionné par votre sujet. Faites beaucoup de lectures. En effet, la lecture permet d'enrichir notre répertoire de connaissances. Une lecture de type fantasy améliore notre imagination, mais une lecture historique, des revues périodiques, des thèses, des journaux, nous permettent d'en apprendre sur des sujets variés. Attention à vos sources. COVID. Essayez, c'est se jeter à l'eau. Autrement, on ne fera pas d'erreur et tout le monde sait qu'on apprend de nos erreurs. Sortez de votre zone de confort. C'est comme ça que vous allez apprendre à vous connaître et à savoir ce que vous aimez, savoir ce que vous aimez pas, savoir où sont vos limites, savoir comment vous surpasser. Jetez-vous à l'eau. Oui, vous allez faire une erreur. Vous avez encore toute la vie pour réparer votre erreur et toute la vie pour trouver la formule gagnante. On s'en calisse. Jetez-vous à l'eau. Les erreurs permettent de nous améliorer, d'ajuster nos techniques et de maîtriser, justement. Prenez un prof. Il y aura toujours quelqu'un meilleur que vous-même pour nous apprendre, peu importe le champ d'expertise. C'est une bonne manière de devenir meilleur dans un domaine. Pratiquer. Il faut se donner des occasions de pratiquer notre sujet ou ce dont on aime parler. Puis, quand on en parle avec un auditoire différent à chaque fois. Vous allez prendre confiance, puis vous allez maîtriser votre sujet à force de pratiquer parce que vous allez vous entendre à voix haute. Faut faire plus de cash pour laisser Rémi nous aider sur les internets en temps plein. Ouais, mais Jérémy, il me paye juste en nature. Communiquer à distance. Au cours des dernières années, les nouvelles technologies ont favorisé le développement des systèmes et des outils de communication. Fait que, on peut communiquer sur plusieurs places sur les interwebs. Les avantages, c'est qu'on peut garder contact avec ceux qui nous sont chers, comme notre entourage, nos amis, la famille. Peu importe où ce qui se trouve dans le monde, ça peut amener la possibilité de faire des études à distance pour obtenir un diplôme. Ça amène aussi la possibilité du télétravail. Ça permet de faire autre chose en même temps. Je peux travailler et discuter. Ça peut aussi réduire le stress pour les personnes qui ont de la difficulté à discuter en face à face ou des troubles de mobilité. Fait qu'il y a plusieurs avantages à communiquer à distance. Il y a bien des désavantages aussi. Ça peut couper des contacts sociaux qui sont riches. L'expérience, unique qu'il peut avoir, la gestuelle, de vivre l'émotion directement. La communication non verbale a un apport de plus qui peut ne pas être présent lors des contacts à distance. C'est facile de mettre la caméra à off, si on file pas bien. Il faut aussi savoir parfois faire preuve de patience, car les réponses peuvent tarder à arriver. Notre correspondant peut être occupé ailleurs, tandis qu'une conversation en face à face permet une communication instantanée. Puis ça, c'est aussi important. Les études démontrent qu'il y a beaucoup d'avantages à une communication instantanée. La communication peut avoir un caractère plus long, car parfois des questionnements nous viennent en cours de route et il faut recommencer le processus de communication, donc relancer la personne avec un message. Parce que là, hey, je me souviens pas de quelle affaire tu me dis, v'là telle affaire, v'là tant de temps. Tandis qu'en face à face, des fois, ça peut être plus facile. Pour moi, dire toujours vivant, c'est une autre façon de dire positivement sans décrire plus et imaginer que le clone est triste, genre. Ah, c'est une manière intéressante d'amener ça. Une autre préoccupation de communiquer à distance, c'est qu'il est dorénavant possible de répondre par une réaction. Une autre préoccupation de communiquer à distance, c'est qu'il est dorénavant possible de répondre par une réaction. Cela ne favorise pas l'expression. Il est difficile de comprendre la raison de la réaction de l'autre, sa réelle opinion, et cela peut être une source de conflit pour la personne ayant publié le message initial.
Merci Talk pour le follow. Bienvenue sur ma chaîne, c'est très apprécié. Donc, par exemple, si je raconte une situation où un membre de mon entourage est décédé, je partage des informations concernant le lieu des funérailles, je me rends compte plus tard que plusieurs de mes amis Facebook ont liké ma publication. Je réagis car il n'y a rien de drôle de rire d'une mort. Ça, c'est pour faire suite à ce que Jérémy a dit par son cheer. Hey, merci pour ton follow, Investor. Je pensais que tu followais déjà. Mais merci, c'est gentil. Fait que ça vous évoque quoi? C'est quoi votre opinion, tu sais, par rapport à ce genre de situation? Vous écrivez quelque chose, vous avez envie que les gens vous répondent parce que vous avez besoin, tu sais, d'avoir une interaction sociale, puis les gens font juste répondre le petit emote, par exemple, qui pleure, puis d'autres qui vont avoir liké. Tu sais, vous allez être comme, pourquoi qu'ils ont liké? C'est triste. Tu sais, il manque du truc là-dedans, tu sais, c'est comme le like, il me semble, ça a pas l'air d'être approprié. Une petite bite. Fait que, c'est ça. Des fois, c'est pas nécessairement évident. Puis tu sais, les gens peuvent liker, tu sais, pour donner leur soutien, des choses comme ça, mais on pourra jamais vraiment le savoir parce que la réaction, c'est juste une réaction. C'est juste un petit bonhomme. Le sens que la personne en donne, on l'a pas ici. Fait que c'est difficile d'aller le chercher. Une petite toube. Ok, si tu le fais encore une fois, genre je te banne. Ça, c'est comme vraiment pas approprié ce que tu fais. Fait qu'il peut être donc difficile à certains moments d'interpréter correctement le message. Comme je disais, on n'a pas accès au langage non-verbal qui lui aussi est chargé d'informations importantes et complémentaires. Il peut être très facile d'attribuer des significations négatives ou positives à des termes au niveau de langage employé alors qu'il n'y aurait pas lieu d'être. Ok DSL, est-ce que je peux quand même envoyer les bits? Non, malheureusement, j'avais oublié après que tu streamais quand je suis allée sur le live de... aussi, je préfère le faire quand là, streamer... Mais non, mais c'est bien correct, hein, bien sûr. Par automatique, je vais toujours dire aux gens, « C'est quoi, tu me followais pas? » Mais c'est vraiment pas grave. Écoute, c'est correct. Nous vivons dans un monde vaste et cruel. J'ai clairement demandé à la personne d'arrêter et elle a décidé de le faire pareil en toute connaissance de cause que j'allais la banne si elle le faisait quand même. Elle le fait pareil. D'après toi, je pense que quand tu fais un geste en toute connaissance de cause que tu n'es pas censé faire parce que la personne t'a demandé non, t'es responsable de tes actes. Tout simplement. Pas juste une fille qui dit non, c'est non. Les gars ont le droit de le faire aussi. Si un gars me dit « Hey, fais pas ça parce que je suis pas bien avec ça », ben moi, là, gars, je viens de brimer sa liberté, là, je viens de franchir la limite, là. Il y a aucun respect là-dedans que, tu sais, je donne à la personne, là. Tu sais, c'est... Plante un poignard dans le cœur. Moi, j'ai... Il y a toutes sortes de monde sur Twitch, hein, il faut faire vraiment attention. Puis moi, regarde, il y a du monde qui vont se proclamer fans puis qui sont pas fans pantoute, là, fait que c'est comme l'an 40 un peu pour moi, là. Bon non, ben, The Investor, c'est pas ça que tu voulais dire. Fait que, pour communiquer à distance, il y a plusieurs choses aussi, là. Il y a comme la fréquence. Donc, c'est l'intervalle qui est choisi afin de communiquer. On peut envoyer un message à tous les jours ou tous les mois. Ça n'aura pas le même impact sur notre interlocuteur. Il faut garder en tête que le besoin de parler à cette personne-là va pas être nécessairement le même pour elle par rapport à nous. Ça peut devenir irritant pour l'autre mettons, de se faire envoyer des messages à tous les jours, puis il peut refuser cette communication-là à un moment donné parce que c'est très irritant pour lui. Fait que des fois, c'est de faire attention. C'est important, tu sais, des fois, de parfois établir une fréquence avec la personne, c'est de dire, OK, on va se parler, tu sais, 1-2 fois par semaine, puis on va se parler, tu sais, pendant 2 heures à ce moment-là, par occasion, quand on va se parler, puis ça va être correct, on va en avoir assez. Mais, tu sais, des fois, c'est le rôle que joue cette personne-là. Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est notre chum, notre blonde? C'est sûr que, tu sais, si mon chum est à l'autre bout du monde, je vais peut-être avoir envie d'y parler à tous les jours parce que la proximité, elle sera pas là.
Fait que je vais avoir un besoin qui va être autre. Mais si c'est mon ami, il est à l'autre bout du monde, j'aurais pas forcément envie de lui parler à tous les jours. Tu sais, peut-être qu'une fois par 2 semaines, ça va être suffisant parce que j'ai encore là pas la même proximité avec cette personne-là. Salut Spartan! Merci Spartan! Plusieurs personnes préfèrent communiquer à distance de manière sporadique. Par exemple, le message peut être envoyé à divers moments de la journée, de la semaine ou du mois, entre autres pour raconter une anecdote ou poser une question. Cela peut avoir un apport bénéfique puisque les participants peuvent garder contact plus facilement. Tu sais, c'est ça aussi. La fréquence va dépendre de c'est quoi, tu sais, que tu veux... c'est quoi que tu veux véhiculer, c'est quoi tu veux que ça soit le sujet de ta conversation. Si tu as juste besoin de raconter quelque chose de drôle que tu as vécu, mais ça se peut qu'à tous les jours que tu vas vivre quelque chose de drôle, tu vas avoir envie de parler à cette personne-là. Fait que ta fréquence, ça va être beaucoup plus rapprochée, sauf que le contenu est très, très, très très simple. Tu sais, il y en a presque pas de contenu, le message est une phrase. Fait que tu sais, ça va être moins irritant peut-être pour l'autre personne aussi. Tu sais, vous pouvez aussi vous poser des questions des fois avant d'envoyer votre message pour, tu sais, venir savoir si votre fréquence, elle est correcte. Des fois, de dire, est-tu pertinent mon message? Est-ce que ça peut attendre que je vois la personne avant de lui écrire? Surtout si c'est une personne que vous avez la possibilité de voir, ben, vous avez peut-être pas besoin de lui écrire, tu sais, à 3 heures du matin. Ça peut aider à éviter de parler pour rien dire ou de conserver des sujets de conversation intéressants pour une rencontre en face à face. Bye, Germinator. Ok, je peux y aller, Spartan? Ben, si tu t'en bats les couilles, je comprends pas pourquoi t'es encore là. Genre, crisse ton camp, cac. Crisse ton camp. Ok, tu checkes toutes les nouvelles personnes qui écrivent dans le chat puis que leur compte écrive le moins d'une heure, tu me bannes tout ça. Si c'est des gens qui ont jamais écrit de message dans mon chat puis que leur compte écrit depuis peu de temps aussi, tu me bannes ça. Laisse-les même pas écrire un deuxième ou un troisième message. Le temps que dure la communication, la discussion, ça c'est la longueur. Donc, le temps que disposent les gens n'est pas le même pour tous. Une conversation de 20 minutes peut être appropriée pour l'un, mais elle ne sera pas pour l'autre. L'avantage que procure la communication à distance, c'est qu'il peut être facile de mettre fin à la conversation en inventant une excuse. En effet, l'autre peut difficilement savoir si effectivement vous avez un rendez-vous dans 5 minutes ou encore si votre chien est en train de manger votre plante. De plus, la longueur d'une conversation à distance peut facilement être tronquée, c'est-à-dire que nous ne pouvons vraiment obliger l'autre à répondre immédiatement suivant notre message. Excusez, Seigneur. Fait que tu sais, dans le fond, tu sais, si on établit que la rencontre, elle dure 1 heure, on a besoin de parler 1 heure à distance, ben ça durera peut-être pas 1 heure parce que tu sais, il va peut-être avoir des interférences chez l'autre. L'autre va peut-être avoir besoin d'aller chercher une collation, ou il a peut-être besoin de sortir le chien pendant ce temps-là, puis tout. Fait que c'est ça les avantages quand même de la communication à distance, c'est que on n'est pas, on peut pas obliger l'autre à être là parce qu'il est à distance. Tandis que dans un bureau, on peut lui dire, hey, pourquoi tu quittes? On peut comme avoir une espèce d'impact en disant juste cette phrase-là. L'autre va réaliser que, tu sais, c'est vrai, je devrais être là. Arrivée du dictateur. Spartan, pour vrai, c'est un Christ de modo, là. Il est sa coche, là. Des fois, les gens, ils ont même pas le temps d'écrire leur message. Paf! T'as eu ça, là. Je sais pas comment ce qu'il fait, là. C'est Lucky Luke, calé, c'est tire plus vite que son ombre. Tu te retenais depuis 1 heure, quoi? Non, Jérémy, il doit être là depuis 40 minutes. Ben oui, mais c'est vrai. C'est vraiment ce que je pense. Toi aussi, t'es trop fin. Là, Sparta, t'es-tu dans le tirage de Doudou? Je vois que t'es sub. C'est quoi, t'es-tu en sub automatique ou... Mais là, oui, j'ai mis ton nom. Je me souviens même pas. Tu vois, je conne. Ok, ça peut plus durer. Non, Matt m'a donné un sub. Ok, je me souviens. C'est bon. Pas le choix de mener l'ordre des gars quand les trolls débarquent, il vaut mieux passer le message. Non, mais pour vrai, quand les trolls ils viennent, c'est dégueulasse. Dans des sujets de même, là, ça
C'est juste pour casser. Et ces gens-là comprennent pas, puis ils veulent pas comprendre, puis ils s'en contre-collissent, puis ils veulent probablement rester dans une insouciance. Puis ils sont bien là-dedans, sont confortables là-dedans. Fait que moi, je respecte leur choix. Là. Ils ont le droit de rester insouciants. Ça me dérange pas. Je suis un ancien modo. Hein. Oui, c'est vrai, Eagle Cree, c'est un de mes anciens modos. Je l'ai enlevé modo parce qu'il venait plus. Il existait plus. Une chance que j'ai eu la chance de me faire reconnaître avant. Ouais. Le contenu du message quand on communique à distance, donc l'intérêt de l'un n'est pas le même pour l'autre. Certains adorent les mimes alors que d'autres non. Par exemple, si on partage toujours un message avec un contenu qui ne rejoint pas les centres d'intérêt de mon interlocuteur, il pourrait facilement en devenir blasé et ne plus avoir envie de lire mes messages et cela peut même s'étendre dans les éventuelles activités en face à face. Il peut devenir extrêmement facile de discuter de tout et de rien à distance, en ligne, parfois surtout si nous n'avons jamais rencontré notre interlocuteur. Perfectly! Allô, ma choupinette! Comment tu vas? Merci pour ton resub, t'es bien fine! Comment ça va? Là, faut que j'écrive ton nom Perfectly dans le tirage de la doudou, vu que t'as sub. Puis c'est qui l'autre déjà qu'il faut que... C'est Méo Ponce. Non, j'ai pas les SO. J'ai pas les SO dans cela parce que podcast, c'est vraiment pour ça, puis je veux pas trop bloquer le contenu de la présentation. Je veux une doudou. J'ai tout le temps prête. Hey, fais point d'exclamation tirage, tu vas aller voir mon post sur Facebook, tu vas savoir c'est quoi la doudou. Tu vas capoter, Chris, ma fille! Ah, c'est qu'elle est hot. Fait qu'on peut rapidement et aisément venir à partager des informations privées, voire intimes de notre vie à un inconnu quand on parle à distance. On peut rapidement aussi se lier d'amitié avec l'autre et croire à tort que l'autre nous doit une réponse. Pourtant, le choix de répondre revient à l'autre et nous n'avons pas de pouvoir à ce niveau. Vous pouvez par exemple vous poser la question, est-ce que je parlerais de ce genre de choses avec un inconnu que je rencontre dans la rue? Vous diriez probablement non. Ben, vous parlez à un inconnu sur Internet que vous avez jamais vu. Pourquoi lui, vous lui dites ces choses-là? Des fois, ça va venir ramener la barrière qui devrait être là. Parce que c'est correct de se confier, mais il faut le doser. Confiez-vous aux bonnes personnes. Ah, rien vu en plus partant, c'est encore mieux. J'ai rien vu quoi, Chris? Rambi, pas t'en souvenir n'est pas une mesure d'être reconnu ou pas, c'est une mesure de mémoire. Donc l'Alzheimer peut-être. Ouais, je le sais. Un seul peut régner. Je viens de perdre mon bandeau d'un coup. Quoi? Oh, tabarnak! C'est de Germie à marde! C'est parce que j'ai oublié de... J'ai oublié de déconnecter mon compte Rambi de chez Germie, fait que Germie utilise mon compte pour troller, mais parfois, même si je suis en live, il utilise mon compte chez eux pour enlever les modos à du monde, puis après ça, lui s'amuse à ban les modos qui ne sont plus modos avec son compte Germinator. Fait qu'en fait, c'est Germie qui t'a enlevé le modo pour s'amuser, mais en faisant passer ça sur mon dos, vu que techniquement, il y a juste moi qui peux mod du monde et unmod du monde. Mais là, j'ai les deux mains ici, fait que je ne l'ai pas fait. Allô, Nash, comment est-ce qu'il va? Rami est une bonne personne. Ah, t'es fin, Ravune! Faut se confier aux bonnes personnes. Oui. J'ai pas bu, faisait longtemps. Ok, puis là, tu bois. Oh, regarde, oh, les petits rubis en là, c'est cute! Tu peux déconnecter tes comptes à distance, tu sais. I know. Mais il me semblait que j'ai fait ça parce que j'ai tout... En tout cas. Mais ça me dérange pas, je fais confiance à Germie, là, je laisse s'amuser un peu. Ouais, comment ça, Nash est-tu partout? Ben oui, ça va bien, Nash, merci. Ok, je continue pour qu'on finisse. Les participants d'une conversation à distance. Fait que socialiser est un besoin humain normal. L'être humain n'est pas fait pour être complètement seul. Il peut être intéressant pour une personne qui travaille à l'étranger et loin de ses amis d'utiliser les réseaux sociaux parce que ça va lui permettre de garder un contact avec ses amis, sa famille ou même ses partenaires, son partenaire amoureux. Fait que
mettons que la personne aura un besoin plutôt érotique, ça se peut que les participants ne seront pas les mêmes parce qu'elle veut répondre à un besoin érotique. Fait que ça se peut qu'elle communique plus avec des fuck friends ou des gens Tinder. Vous comprenez? Ouais, parce que Tinder, c'est comme... c'est un sexe rencontre, là. La chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'a pas été dit. Ça aussi, ça a beaucoup de signification. C'est juste drôle la réaction. Voir que j'enlèverais un modo, tu sais. Je communique le fait que je veux Nash. Elle va la regarder de derrière. Nash, tu devrais sub pour peut-être gagner la doudou, parce que si tu gagnes la doudou, tu sais, peut-être qu'avec... tu sais, vous pourriez être 2 dedans. Fais point d'exclamation tirage, tu vas voir des photos de la doudou que je fais tirer. Mec, j'ai fini la présentation, je vais la sortir et je vais vous la montrer. Partout au complet, voyons. Pas d'accord avec cela, j'ai passé 1 an en Nouvelle-Zélande en maudit que j'étais bien à l'autre bout du monde. Oui, non, mais tu sais, c'est ça. Ça dépend pour les gens aussi, puis c'est correct que tu aies identifié que toi, c'était plutôt un avantage là, dans ce cas-là. Là. Ben, que c'est un avantage d'être isolé, en fait. I'm drunk. Quoi, Tinder, c'est pas fait pour trouver l'amour de sa vie? Je suis outrée. La synergologie! Dernier sujet! Après ça, on est libéré. Comprendre la communication non verbale ou synergologie n'est pas simple. Il faut arriver à décoder le message qu'envoie votre interlocuteur sans utiliser la parole. Qu'il vous inonde de mots ou qu'il se fasse plus discret, sa gestuelle est importante parce qu'elle véhicule des informations importantes. Comment vous faites pour réussir à cerner la personne qui est devant vous avec sa gestuelle? Es-tu honnête? Comment est-ce qu'elle sent? C'est quoi ses émotions? Il y a plusieurs signes qui ne mentent pas lorsque vient le temps de découvrir les véritables sentiments de votre interlocuteur, donc la personne qui est devant vous. Elle pourra pas les dissimuler quand vous êtes capable de les décoder. Même les plus grands manipulateurs vont laisser transparaître des petites vulnérabilités qu'ils ont, donc leurs véritables intentions, face à un observateur très, très attentif. Cette science, qui est difficile à maîtriser, porte un nom, c'est la synergologie. Bien que la communication passe par le langage, il existe aussi des petits gestes révélateurs, souvent posés inconsciemment, chargés d'émotions. Plus de la moitié du message que vous souhaitez transmettre proviendra de vos actions, de vos mimiques et non de vos propos, ce qui est le non-dit. Fait que votre gestuelle, vos yeux, votre bouche, votre mimique, vos affaires que vous faites de même, la position de votre corps, c'est de la synergologie. Ce type de communication repose sur les yeux, mais aussi sur le langage du corps en général. Fait que pour comprendre quelqu'un, on a besoin de ses oreilles pour entendre, mais pour la synergologie, on a besoin de ses yeux pour voir. Il faut distinguer le message non verbal chez les autres. Si j'ai peur en dedans de moi! Merci Nash! C'est gentil! Rambil love. Je vais rajouter ton nom dans le tirage, fais-le moi passer, mec, j'ai fini la présentation, je rajoute ça, j'ai déjà 3 noms à rajouter, faut pas que je les perde! Ah, perfectly! T'as le Rambi Opal, le badge! Ah! Donne-moi la couverte. Non, c'est un tirage, le 17 décembre, je le fais tirer. Mais, le tirage, il va tellement bien que je vais avoir une surprise le 17 décembre! J'ai hâte que vous... Ah, si, j'ai hâte. I'm a queen, bitch! Nous allons voir quelques exemples de comportements de synergologie qui véhiculent des informations. Fait que ça va vous donner une idée un peu c'est quoi. Faut pas que vous construisiez votre idée entièrement sur des comportements ou sur ces comportements-là parce que la justification d'un comportement ne peut reposer uniquement sur sa propre idée. Faut prendre la peine de questionner l'autre par rapport à son comportement parce que ça peut parfois être très payant que juste de se fier à son idée personnelle à nous. Allez chercher l'information chez l'autre en posant des questions. Parce qu'on va venir donner de la valeur à notre interprétation, puis on va venir se valider à ce moment-là si on avait raison. Fait que, une personne qui se croise les bras peut indiquer qu'elle est fermée face à vos questions ou le sujet, mais ça peut aussi signifier qu'elle a froid puis qu'elle veut pas perdre sa chaleur. La personne peut avoir un geste totalement inconscient et purement automatisé, mais ça vaut mieux de demander à la personne que vous notez ce comportement parce que ça vous amène à vous poser des questions. Fait que, tu sais, si je parle à quelqu'un, puis pendant que j'y parle, un moment donné, elle fait ça de même. Là, tu sais, je peux être incertaine. Ça peut vouloir dire 2 choses, comme on voit ici. Mais ça va être payant pour moi de dire
Je viens de noter, je viens d'observer que t'as croisé tes bras quand j'ai dit ça. Là, la personne, elle va te répondre. Tu lui poses une question ouverte, il faut qu'elle te réponde ouvertement. Donc, elle va te dire, soit qu'elle va te dire, ouais, ça me dérangeait un peu ce que t'as dit. Ou, non, j'ai froid, t'aurais-tu quelque chose à me prêter pour que je me réchauffe? Ah, là, tu vois, la rencontre, elle va aller autrement. C'est super utile pour les cartomans. Ah ouais, pour vrai? Ça me servirait de réconfort vu que je suis seule. Nash est vraiment... Pas Nash, Druid Jeff fait vraiment beaucoup de participation au tirage. Du feu pour te réchauffer, ouais. T'es fin, master, merci. J'ai ma doudou personnelle. Salut, comment ça va? Je suis trop contente. Merci mille fois pour tes conseils de licorne multicolore. T'es fine, la fille hardcore! Merci, t'es fine! Fait qu'un menteur va avoir tendance à dissimuler son visage. Ses narines frémiront légèrement. C'est pas une couverte que t'as de besoin, c'est une bonne branlette. Asti. Le film Equilibrium me fait réfléchir un peu sur ce point. Ah, sérieux? C'est la fête de Martin Savard ce soir. C'est qui, ça? Il clignera plus rapidement des yeux. Ses yeux fixeront un point vers la droite. Il cherche dans son imaginaire des éléments pour inventer et alimenter la discussion. Son épaule droite bougera, mais sa tête restera fixe. Il se grattera la narine gauche. Il arborera un sourire forcé. Son corps sera plus rigide, comme pour se défendre d'une agression. La personne qui ment se trahira également en se raclant la gorge ou en hésitant parfois. Un léger tremblement de la voix à peine perceptible peut aussi le démasquer. Fait que ça, si vous voyez ce genre de comportement-là, ça peut vous dire que vous êtes possiblement face à une personne qui est en train de vous mentir. Mais, comme je vous dis, c'est important d'aller vous valider parfois. Tu sais, si vous n'êtes pas un expert, allez vous valider. C'est tellement intéressant! Quand tu lis mes comments à voix haute, c'est insane! Toi, t'es partie, ma fille! Non, j'ai besoin de réconfort quand j'ai vu ça depuis trop longtemps. Une personne honnête, au contraire, elle va exprimer avec franchise, va se pencher légèrement vers vous, le buste en avant, dans une allure plus détendue. Ses pupilles seront généralement dilatées, son sourire sera chaleureux, ses jambes et ses bras décroisés. C'est une personne qui fait l'étoile devant vous. L'étoile, perfectly. L'étoile. Une personne gênée, elle va être mal à l'aise devant vous, elle va tendre à se racler la gorge plus souvent, elle va éviter de vous regarder, son rire est nerveux et saccadé. Bien calé sur sa chaise, il tapote la table du doigt, joue avec un crayon ou tripote ses vêtements. Ça, c'est une personne gênée. Le type à l'aise, ça c'est Spartan Kingdom. Il se penchera légèrement vers l'avant ou posera ses mains sur ses cuisses. Ça, c'est une personne qui est à l'aise. Il sera assis sur le bord de sa chaise et hochera régulièrement la tête. Ça, c'est Germinator. Il jouera avec une mèche de ses cheveux. Ça, c'est moi. Le regard franc et des expressions faciales vivantes démontreront son intérêt. Ça, c'est moi. Encore. Non, c'est pas vrai. Je suis à l'aise, oui. C'est ça qui... Tout écarté, c'est difficile. Compte-moi ça, Calice! C'est hot! Oh my god, c'est bon, ça! Non, touche pas à Germ. Le confiant. Debout, il adoptera une position droite, face à vous, souvent avec les mains derrière le dos. Il aura la tête haute et vous percevrez son attention à son regard. S'il est assis, il prendra une position aux 3/4 par rapport à vous, jambes étirées, tout en étant légèrement penché vers l'arrière. S'il joint ses mains derrière la tête, vous pouvez lui faire confiance. Par son attitude, il vous enverra le même message. Moi aussi, j'aimerais être à l'aise. Vous pouvez être à l'aise, mais pas confiant. Une personne en mode défensif.
Elle a tendance à fuir votre regard. Regardez son corps, il est rigide, ses mains sont serrées ou ses bras croisés. La personne baisse fréquemment la tête. Si elle est assise, ses pieds ou ses chevilles sont croisés. La personne hausse parfois légèrement le ton. Une personne ennuyée ou indifférente. Dans un cas comme dans l'autre, son regard sera fixe et vague, sans véritable expression, et ses yeux ne cligneront pas beaucoup. Souvent, la personne appuiera son menton dans la paume de sa main. Elle tapotera des doigts ou donnera de petits coups de pied comme pour chasser l'ennui. Elle croisera les jambes et vous aurez de la difficulté à capter son attention. Il reste combien de diapos? Oh, pas tant. J'étais à la fin. L'agressif. Il plisse les sourcils et soutient votre regard alors que ses pupilles sont contractées. Ses bras sont allongés. S'il y a un objet à proximité, une table par exemple, elle le saisira. Ça, c'est mon gars, il fait tout le temps ça. Moi, je sais qu'il est en crise parce qu'il pèse les sourcils. Il a les bras de même. Il fait ça de même. Il pogne de quoi, puis là, je sais qu'il va le lancer. C'est son comportement ne ment pas, je sais qu'il est agressif. Fait qu'avant même qu'il pogne de quoi, je fais « Hey! » Puis là, il arrête, puis il est là, puis il est apeuré. Elle pointe parfois son index ou pose ses mains sur ses hanches. Elle envahit lentement mais sûrement votre espace personnel en 31 mètres selon la personne. Fait que là, vu qu'on est en temps de COVID, c'est à 2 mètres de distance. Fait que si la personne est à moins de 2 mètres de distance, elle est peut-être agressive. Non, c'est pas vrai. Des diapos, my God, ça doit faire 3 éternités que je n'ai pas entendu ce mot. PPT. Un PPT. C'est beaucoup mieux un PPT. Dame, je suis tout le temps ennuyée ou indifférente dans le fond. Ou t'es peut-être juste confortable de même. Moi, je vais être souvent de même, tu sais, à job. Je vais être très intéressée par ce que je lis, mais tu sais, ça se peut que je sois fatiguée, puis je vais juste me mettre de même. Puis je vais continuer, tu sais, de checker, ou je vais être de même, puis vraiment, tu sais, je vais checker, mais je suis pas nécessairement ennuyée. Je peux être fatiguée, mais très intéressée par ce qui se passe, fait que je fais juste appuyer ma tête qui est lourde. Ta façon de compter me rappelle des histoires vieux souvenirs. Moi, j'ai les narines dilatées. C'était con. Le séducteur. Si cette personne se place aux 3/4 par rapport à vous, vous devriez établir un premier contact sans trop de difficulté. Lorsque vous l'abordez, ses yeux sont souriants. Si les pupilles se dilatent quelque peu, allez de l'avant. Engagez la conversation et invitez-la pour un verre, un café. Bon, vous êtes ensemble depuis plus de 45 minutes. Observez bien ses gestes. Si vous faites les mêmes gestes, prendre votre verre simultanément par exemple, vous ressentez inconsciemment certaines affinités. Les sourires se multiplient. L'un ou l'autre passera inévitablement sa main dans ses cheveux. Puis, vous vous rapprocherez lentement jusqu'à vous toucher. Regardez la base de son cou si l'intérêt devient sexuel. De petites marques rouges apparaîtront. J'ai aucune colisse d'idée de qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. Je trouvais ça très drôle, puis je me suis dit probablement qu'il y a des gens qui vont trouver ça très intéressant. Je vais le mettre là pareil parce que la source est fiable. Fait que je l'ai mis là. Mais moi, pour vrai... Quelle liste! S'il y a des petites marques rouges qui viennent dans ton cou, tu risques plus d'être un vampire à mes yeux. Je t'aime, je dois y aller. C'est bon, c'est good. Ben voyons. C'est ça qui s'est passé avec Jeremy? Non, je l'ai vu au JDL, puis j'ai comme fait... Lui, il est sexe. Ça me rappelle un 15 février 2020 dans une convention, ça. C'est vrai. Mes pupilles sont bien dilatées. Arrêtez de consommer. On doit demander Germinator. Je sais pas ce qui est parti. Il doit tout aller fumer ou faire pipi. La communication est le ciment de toute relation saine et durable. C'est à travers elle que la vie prend tout son sens. Merci pour votre écoute. Vous étiez très gentils. Ça a été très agréable de partager tout ça avec vous. Je suis désolée, c'était long, mais je vous aime. J'espère que ça vous a été utile puis que la rediffusion vous sera tout aussi utile. Voici les sources, parce que je les mets toujours. C'est très important que vous sachiez qu'il y a des sources. Voilà, on peut parler d'autres choses. Toutes les petites bits que les gens ont données sont maintenant là.